Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Pas à Pas. Épisode un peu spécial, de une parce que c'est le 10e, ça marque quand même une étape, et de deux parce que j'ai un invité assez spécial avec moi, je suis avec mon gars Lichard. Est-ce que tu peux te présenter pour tout le monde s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Charlie Mérès, Lichard sur les réseaux. Et donc je suis coach en force athlétique. Je suis aussi athlète de haut niveau en force athlétique. Et je suis une connaissance d'assez longue date de Barnabé parce que ça fait, je crois, peut-être 6 ans maintenant qu'on se connaît. Ouais, c'est ça, depuis la fac au Ouais, final. c'est ça. Et donc voilà, ce que je fais actuellement, c'est que je m'entraîne et je suis coach. Et donc on a fait pas mal de trucs avec Barnabé depuis ces 6 années et on est là pour vous raconter un petit peu tout ça. Ça pour revenir un peu sur, comme dit, la rencontre, le début, tout ce qui s'est passé, parce que pour ceux qui le savent, forcément on est amis, mais on a aussi été associés. T'étais aussi mon coach pendant un moment, Ouais. donc il y a quand même pas mal de choses là-dessus. Le premier point, on l'a dit, c'est on s'est rencontrés à la fac, donc ça date de fin 2018, si je dis pas de bêtises. Ouais, septembre 2018, la rentrée à la fac carrément. Donc on s'est rencontrés tout simplement parce qu'on était dans le même groupe au départ, et une fois qu'on rentrait, c'était quoi? C'était d'athlétisme ou un truc comme ça? Ouais, on était dans la même classe de manière générale, hein, je crois en vrai. Ouais, c'était ça, je crois que c'était Ouais. la même classe. Et du coup, on rentrait une fois, genre en mode juste on se raccompagnait, on va dire l'un et l'autre Ben, sur le moi, même je, chemin. ouais, moi, je m'en rappelle que moi en fait, arrivé à la fac, je connaissais personne parce que c'était la fac à Nancy et moi j'étais de région parisienne de base et je me suis retrouvé à Nancy parce que c'est la seule fac de France qui m'a accepté. Tous mes dossiers avaient été refusés. Du coup, je me suis retrouvé à la fac à Nancy et j'avais jamais mis un pied de ma vie à Nancy, je connaissais pas du tout. Du coup, je connaissais personne. Et en fait, tous les soirs quand je rentrais chez moi, je voyais il y avait un gars de ma classe qui me suivait ou alors qui prenait le même chemin que moi et qui rentrait dans le même Bizarre. bâtiment que moi. Du coup, je dis, vas-y, chelou. En fait, il habite au même endroit que moi et on est dans la même classe. Donc, on va se parler parce que je connais personne, tu vois. Et c'est de là qu'on a commencé à parler et tout. Après, dans notre classe, on était on était tous potes en vrai. On avait un bon On groupe avait et un tout, bon tu groupe. vois. En fait, on était que des mecs, il n'y a pas de classe mixte en première année. Et du coup, on avait un bon groupe où tout le monde s'entendait à peu près bien. C'était sacrément Ouais, gaulerie la c'est première année de ça, fac quand de même. fou. Et vu que nous, on habitait littéralement dans le même bâtiment, Mm. forcément, on rentrait ensemble des cours, on allait en cours ensemble, etc., etc. Et c'est de là que tout a commencé, effectivement. Ouais, tous les matins au final, quand on allait en cours, on allait ensemble. Mm. Et en vrai, c'est vrai que ça date. C'est Ouais, vraiment de fou. impressionnant le fait que ça fait 6 ans et toi tu l'as dit, c'était la seule fac qui t'a accepté. Moi, je devais aller à Strasbourg et au final 2-3 places sur liste d'attente, j'ai essayé d'aller à Nancy et on voit qu'on se retrouve 6 ans plus tard, juste par un petit choix un peu bête, on va dire. Ouais, de fou. On a quand même construit pas mal de choses. Ouais, de base, on était camarades de classe et forcément, surtout quand t'es en études sup, c'est là où tu commences à bâtir un petit peu ta vie future et ta vie professionnelle. Donc forcément, t'as de fortes chances de rencontrer des gens que tu vas peut-être côtoyer pendant un moment. Mais en tout cas, de tous les gens de la fac, t'es le seul avec qui je suis aussi souvent en contact. Surtout parce qu'en plus, on habite maintenant dans la Littéralement, ouais. même ville, mais surtout que maintenant, on habite à Montpellier. Donc, on a déménagé quasiment en même temps et tout. Et donc ouais, c'est vrai que c'est assez spécial. Parce qu'au Et final, c'est plutôt t'as plus trop de contact non plus avec les gens de la fac, je crois, il y a encore 2-3 non, pas personnes, trop. mais C'est que des contacts sur les réseaux, tu vois. J'ai encore des très bons rapports avec les gens de ma classe, enfin, avec les gens que j'ai connus Ouais. à la fac. Mais il y avait un truc aussi spécial, c'est que moi à la fac, du coup, on a fait notre première année ensemble. Mm. Sauf que moi, comme un con, j'ai redoublé j'ai redoublé ma première année de fac, alors que Barnabé lui, il a passé sa première année. Et du coup, en fait, après la première année, on s'est retrouvé à être dans deux années différentes Ouais, parce du coup, que on lui il était était en plus L2. ensemble, etc., Voilà, donc c'est ça. on se voyait moins, mais Et pour donc on se autant, voyait moins, mais sauf qu'en fait, moi j'ai gardé mon groupe de potes de la première année parce que moi du coup j'ai redoublé qu'un semestre sur deux sur ma deuxième L1. Donc en fait sur une année scolaire entre guillemets, j'ai fait que 4 ou 5 mois à la fac, le C'était reste le premier semestre j'étais que libre. t'avais validé ou Ouais, t'avais... j'avais pas validé le Non, premier t'avais pas semestre, j'avais validé. validé le deuxième. Du coup, j'ai eu cours de septembre à décembre pour ma deuxième L1. Et donc, du coup, en fait, j'ai pas trop eu le temps de construire d'amitié avec les gens de ma deuxième L1. Donc, je suis resté plus en contact avec les gens de la première L1, dont Barnabé. Et donc, dès qu'on avait des sorties ou des trucs à faire, c'était avec eux que je le faisais. Et ça jusqu'à la fin de ma licence. Et donc, il y a que quelques personnes, les bougs qui avaient redoublé avec moi, avec qui on a terminé la licence, parce que Barnabé, du coup, lui, il a fini une année avant moi. Et moi, j'ai dû tirer une année de plus parce que j'avais redoublé. Et donc, maintenant, t'es le seul que je côtoie encore, de par déjà le fait qu'on a déménagé,
mais aussi de par le fait que on a travaillé ensemble et on a bien accroché. Il y a forcément des liens qui étaient un peu plus forts aussi qu'avec les autres personnes. Et au final, même si à partir de la deuxième année, on se voyait moins parce qu'on n'était plus en cours ensemble, genre on allait quand même en cours ensemble le matin, et on est aussi allé à la salle ensemble. Ouais. C'est ça aussi, c'est le début un peu d'un gros changement. C'est début 2019, je crois aux alentours de février. Toi, tu t'entraînais déjà avant parce que t'as commencé à la salle quand t'avais genre 16 piges. Moi, j'ai commencé la salle effectivement quand j'avais 16 ans. J'habitais encore en région parisienne et il y avait une petite salle qui a ouvert dans ma ville en région parisienne. Et moi avant je faisais de la moto et du coup j'étais assez maigre, assez petit, assez maigre et donc j'avais besoin de faire un peu de renforcement musculaire. Et donc quand j'ai vu qu'une salle avait ouverte dans la ville à côté de chez moi, j'ai décidé de m'inscrire à 16 ans. Mais pendant ces 2 années-là, donc de 2016 à 2018, j'y allais sans réel but, juste j'essayais de m'entraîner un petit peu, j'avais pas de coach, je savais pas trop quoi faire. Mais au moins j'avais déjà mis un pied dans la salle et en fait du coup quand je suis arrivé à Nancy, un des premiers trucs que j'ai fait, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, c'est que j'ai regardé est-ce qu'il y avait une salle proche de là où j'habitais, tu vois. La fameuse salle. Exactement. Pour ceux qui la connaissent. Parce que moi je voulais continuer à m'entraîner et surtout que la musculation commençait à me plaire de plus en plus parce que en déménageant à Nancy, j'ai arrêté de faire du coup de la moto, donc le sport que je pratiquais, et du coup faire de la préparation physique ça servait plus à rien parce que je faisais plus le sport de base, mais du coup je voulais continuer d'aller à la salle. Et en fait on avait un Basic Fit à genre 5 minutes à pied de chez nous, un Basic Fit miteux dans un centre commercial miteux. Dans une cave, il y avait des dealers à côté, des grecs miteux. Dans un sous-sol, un sous-sol pourri, mais au moins c'était vraiment, c'était Basic Fit, donc déjà c'était pas cher quand on était étudiant et c'était vraiment à 5 minutes à pied de chez nous, donc c'était très accessible. Et donc moi je me suis inscrit là-bas et moi j'ai commencé à m'entraîner là-bas tout seul. Et du coup Barnabé m'a rejoint après je sais plus vraiment comment ça s'est fait, le fait que toi t'aies envie de venir avec moi. Je sais que je sais pas. De une à la fac, forcément, c'était intéressant de faire de la muscu aussi parce qu'on avait pas mal de sports différents, donc juste pour être plus fort, avoir des meilleures notes et plus de chances de valider l'année, ce qui était déjà pas simple. Et après, moi, je faisais du hand à l'époque et juste pour être meilleur, pareil, dans ma pratique de base, moi, je l'ai fait un peu comme prépa physique au début. Et un peu comme moi, en fait. Ouais, c'est ça. Un peu plus tard. Juste moi, du coup, j'étais l'opposé, j'étais vraiment pas fin, bien grassouillé, bien skinny fat. Un peu skinny fat, ouais, carrément. Ouais, voilà, la morpho bien galère. Et du coup, une fois, tu m'as dit, je crois, viens une fois à la salle, et ça m'a chauffé, je suis venu avec toi. Et c'était du coup, début 2019. Ouais. Et je sais que je me suis entraîné jusqu'à juin. Après, il y a eu les vacances, juillet, août, où je me suis pas entraîné. Et septembre 2019, on a cash repris ensemble de nouveau. Et c'est là où, justement, t'avais commencé à me coacher un peu. Ouais, au début, t'encadrais un peu mes séances, mais c'est pareil. Tu t'y connaissais pas trop non plus au début, juste un peu plus que moi, forcément. Je crois que j'ai commencé à te coacher plus tôt parce qu'en septembre 2019, c'est du coup la deuxième L1. Et c'est, ah non, ça devait peut-être à ce moment-là. En fait, quand je suis parti en Polynésie, je te coachais déjà. Ouais, mais depuis un moment. Tu gérais mes séances au tout début quand on a commencé. Après, on avait tout le temps s'entraîner ensemble. Mais c'est pareil, c'était pas un vrai programme. C'était en mode un peu, si on a envie de faire le dos, les bras, bref, on faisait un peu à la zub. Et 2019, du coup, fin 2019, septembre, on a commencé un vrai coaching où, tu sais, c'était là, on avait fait la grosse diète. Ouais, je me rappelle. Et en vrai, c'était la première fois que je faisais une sèche entre grands guillemets, mais on avait fait on a fait pas mal de conneries au niveau diète, je me rappelle parce que en plus c'est le moment où du coup moi je voulais vraiment commencer à me spécialisé dans le coaching parce que moi j'ai fait STAPS, du coup c'est les études qu'on a fait, on a fait tous les deux une licence STAPS, sauf qu'on n'avait pas les mêmes objectifs de parcours professionnel. Moi j'étais en STAPS pour devenir entraîneur, préparateur physique, coach en ligne. Je savais que coach en ligne c'était quelque chose qui me plaisait bien sur le point de vue business ça commence et à entrepreneurial en plus aussi. Exactement, parce que dans ces années-là, 2018-2019. Moi c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de développer, c'est toute cette partie entrepreneuriale et pouvoir travailler à mon compte. Et donc en fait, en parallèle de la licence, j'avais commencé à faire une formation en ligne sur la science de l'entraînement et de la nutrition. Et du coup, en commençant cette formation en ligne là, j'ai voulu commencer à coacher. Je coachais déjà un petit peu avant toi, genre Erwan. Ouais, oui, qui est devenu mon athlète après aussi. Je coachais juste une connaissance avant moi aussi que je coachais avant même que j'arrive en STAPS. Coacher c'est un grand mot, hein. C'était des expérimentations vraiment. Il y avait pas de rémunération ni rien, donc en soi c'est pas vraiment du coaching, mais en tout cas
c'est vrai que je t'ai assez vite proposé et c'était assez naturel. Je crois que j'encadre un peu ta pratique de la musculation parce que déjà de un, toi c'était nouveau pour toi. Ouais, Moi ça j'avais fait déjà rien quelques années de pratique, tout de pratique, même si c'était chaotique. Et en fait j'avais envie de commencer à rentrer dans le vif du sujet tout simplement. Et donc c'est vrai que c'est là où on a décidé de faire une sèche parce que t'avais un taux de masse grasse qui était quand même vachement élevé par rapport à ta masse musculaire. Et je moi crois qu'à l'époque je faisais, si je dis pas de bêtises, 68 kills. Mais ouais, genre un physique vraiment, pour ceux qui ont vu des photos à l'époque, c'était un physique ingrat, littéralement. Ouais, si les gens vont sur ton Insta, ils peuvent peut-être trouver le post. Ouais, je crois que c'est la toute première photo encore qui traîne, où justement on avait fait, c'était de octobre 2019 à janvier ou février 2020. On avait fait un gros déficit, j'avais perdu 5 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. On a fait une diète vraiment, vraiment drastique. Moi, j'essayais d'appliquer un petit peu ce que j'apprenais pendant ma formation. Avec un petit peu aussi mon feeling et mon ressenti de coach, d'apprenti coach. Et donc du coup il y a eu plein de dingueries qui se sont passées. Si c'était à refaire, ça n'était pas à refaire évidemment, parce qu'on est passé par des phases de sèche extrêmes alors que c'était pas nécessaire du tout. On est descendu très bas en calories. Pour situer, je crois on était à un moment genre entre 800 et 1002 en fonction des jours hauts, des jours bas. En fait on faisait déjà, ouais c'est ça, j'avais déjà en tête ce qu'on appelle le PSMF, donc c'est le fait de consommer quasiment que des protéines dans ton apport calorique journalier. Mais en fait, de base, cette technique-là du PSMF, c'est plus adapté pour les gens qui sont vraiment en obésité, voire en obésité morbide, parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont tellement gros que ils ont de la réserve. En fait, c'est ça. Ils ont tout intérêt à avoir une diète vraiment drastique, mais parce que le fait qu'ils soient en énorme surplus est plus dangereux pour eux que manger que des protéines. Mais toi, c'était pas ton cas. Ça a bien marché. Ouais, voilà. Mais avec le recul, ouais, c'est sûr que. Et donc, il y avait des jours où tu mangeais vraiment, vraiment pas beaucoup. Et heureusement, ça a pas duré trop longtemps, 3 semaines, 4 semaines, je crois. Quand on était à 800 1002, c'était que 3-4 semaines. Suffisamment pour être trop déjà, en vrai. Ouais, clairement. Je tombais à peu près 1 kilo par semaine et ça se voyait de fou sur les photos. Et pour situer, à l'époque, on avait 6 heures de sport à la fac. On allait 4 à 5 fois à la salle par semaine. Et moi, à côté, j'avais 2 entraînements de hand plus un match chaque semaine. Donc, je crois qu'on tournait à une histoire genre 20 ou 25 heures de sport par semaine. Donc, plus que les heures de cours, littéralement. Vraiment pas beaucoup de cal. Ouais. C'était galère. On marchait beaucoup parce qu'il y avait pas la voiture ni rien. Donc, pour aller à la salle, pour aller à la fac et tout. Mais ouais, ça a bien fonctionné. Après, c'est sûr qu'on referait pas comme ça parce que. Clairement. C'était pas nécessaire, en fait. Ouais. Clairement pas nécessaire. On aurait dû faire quelque chose de plus soft, de le tirer sur plus longtemps pour avoir un résultat. Ouais, de faire des choses même plus intelligentes. Ouais. En plus, parce que surtout qu'en plus l'entraînement il était pas hyper bien optimisé. Tu vois. Donc, je me souviens carrément, on avait prévu de faire des photos du coup pour la fin de la sèche et on avait fait genre une déplétion, genre vraiment un vrai truc. Déplétion de glycogène, c'était n'importe quoi. Plus rebond lucidique. En fait, un peu une pique-week qu'on peut retrouver en bodybuilding, tu vois. Vraiment. Sauf que le Boog, il avait pas une compo de bodybuilding, enfin il avait pas un taux de masse grasse aussi faible et du coup en fait ça servait à rien du tout. Mais même moi je l'avais fait avec toi. Ouais, je me souviens. Parce que moi j'avais fait une sorte de sèche aussi à ce moment-là. C'était pas aussi agressif parce que moi je voulais manger. Et en vrai j'en avais pas forcément besoin, mais j'avais aussi fait le protocole de Peak Week et on avait fait des photos pour voir ce que ça rendait. En vrai c'était gaulerie un peu. Ouais, mais genre en y repensant c'était pas ouf, genre ça avait vraiment pas fonctionné. Les premières expériences, les premiers trucs de coaching, je me souviens on faisait des tirages à l'élastique dans l'appart pour pump un peu et tout, c'était nimp. Mais ouais, comme dit, c'était le début. Moi j'étais matrixé par le body à ce moment-là en plus. Ouais. Moi j'étais vraiment, c'est la période où je commençais à être à fond dans le body et sur l'année qui a suivi 2020, j'ai même fait une compétition de body juste après, donc c'est vraiment le moment où j'étais matrixé par le body, mais j'y connaissais rien parce que c'était tout nouveau. Et du coup ouais. Et t'avais envie d'appliquer les trucs que tu voyais sur ta formation directe et du coup limite toutes les semaines on tentait un truc en mode oh putain j'ai vu ça, ça a l'air cool. Mais c'est vrai que en vrai on a quand même bien baissé le body fat et c'est un truc au final où ça m'a quand même fait du bien, mais c'est sûr que il y a des manières de le faire bien. Tu t'es rendu compte que tu pouvais avoir un bon physique, mais c'est juste que après ça c'était compliqué de garder la shape que t'avais eu à la fin de cette sèche, pardon. Et donc forcément, psychologiquement, c'est un peu compliqué de se voir reprendre un petit peu de gras et tout. Donc je me rappelle qu'après ce moment-là, t'avais eu une petite période un peu où t'as un peu relâché, où c'était un peu galère. Surtout qu'il y a eu et c'est une période qu'on aurait pu éviter. Et après voilà, il y a eu le confinement qui est arrivé. Et c'est après surtout que moi je suis parti en Polynésie, donc on se voyait plus. On a commencé, c'est là où on a fait du vrai coaching en ligne. Et c'était compliqué parce qu'on a dû faire du coaching en ligne alors qu'avant on faisait tout en présentiel et en plus de ça il y avait pas de salle. Donc moi j'avais un peu de matos chez moi, j'avais acheté un banc et comme ça. C'est ça. Mais la période confinement était aussi un peu spéciale parce que fallait quand même faire à peu près attention à la bouffe, c'était nouveau pour tout le monde, tu vois, même au niveau des cours et tout.
Je me souviens, à cette époque-là, tu me coachais moi, tu coachais mon frère aussi en même temps. Ouais. Du coup, on faisait nos séances ensemble à la maison. C'était une époque. Il y avait les un peu galère. challenges pompes et tout, là, Ouais, les de 1000 fou, de pompes fou. en 1 heure ou je sais pas quoi. Je crois que j'avais fait genre 750 T'avais fait conneries plus comme que ça. moi. Ouais, palmarès, hein, vraiment. Alors qu'à l'heure actuelle, je bench toujours moins. Mais ouais, non, clairement, c'était une étape, une étape et une époque un peu bizarre, mais c'était cool, tu vois. Avec le recul, ça fait des bonnes anecdotes. C'est sûr que c'était pas le plus optimal, mais c'était sympa. Moi, perso, je l'ai hyper bien vécu ce confinement parce que j'étais à l'étranger, j'étais en Polynésie pendant 6 mois. Je suis parti vraiment 3 jours avant le début du confinement en France. J'ai pris le dernier vol après les aéroports ont fermé et tout, et j'ai passé 6 mois en Polynésie pendant ce confinement-là parce que justement j'avais pas cours parce que j'avais validé mon année. Ouais, ça tombait et en fait bien au final. Et c'était cool aussi pour moi parce que c'est là où j'avais beaucoup de temps devant moi parce que j'étais à l'étranger, et du coup c'est là où j'ai commencé à développer mon business de coaching en ligne. Et en fait c'est de là que a découlé vraiment toute la suite. C'est ce qu'on va vous expliquer un petit peu plus tard. Mais donc mais ouais, t'avais commencé à mettre en place tes appels pour des coachings. T'avais pris un coach en posing parce que justement tu préparais ta compète de body. En fait, ouais, j'avais pris un coach. Moi-même, j'avais pris un coach en musculation parce que je voulais faire une première compétition de bodybuilding. Donc j'avais pris un coach en posing. Je continue de faire ma formation sur la science de l'entraînement et de la nutrition. Et à côté de ça, vu que j'avais du temps parce que j'avais pas cours et je travaillais pas, parce qu'en Polynésie, je voulais trouver un travail, mais en fait, vu que en Polynésie, il y a eu aussi une sorte de confinement. Mais c'était pas aussi strict, mais par contre toutes les activités touristiques étaient fermées. Et en Polynésie, pour les gens qui ne sont pas des locaux, tu travailles que sur des tafs saisonniers, tu vois, dans des hôtels, dans des restos. Du coup, on n'a pas pu travailler, et du coup j'avais grave du temps libre pour développer toute cette partie coaching là, coaching en ligne, où j'ai essayé en fait d'avoir des clients hors cercle proche, tu vois. Et donc c'est là où tout a commencé. Quand tu commences à toucher des gens qui te connaissent ni d'Adam ni d'Ève, alors que forcément quand tu fais du bouche à oreille, bah c'est plus simple, tu vois, quelqu'un qui connaît quelqu'un, etc. C'est ça. Développer ses réseaux, etc., c'était assez compliqué. Et donc ouais, c'était moi je l'ai plutôt bien vécu parce que je suis rentré en France mi-août et c'était fini le confinement. Je crois que le confinement est terminé en mi-mai, si je dis plus de bêtises. Ouais. Après, il y a eu un déconfinement, il y a peut-être eu de nouveau un peu de confinement en juillet, je t'avoue. Moi, je suis rentré au moment où on avait le droit. En fait, les frontières, il y a eu un déconfinement en France, mais les frontières sont restées fermées assez longtemps, et j'ai dû rentrer, peut-être début août, un truc comme ça, avant de reprendre ma deuxième année de fac, tout simplement. Ouais. Et après, du coup, comme dit, toi, c'était ta deuxième année. Moi, j'ai attaqué déjà ma troisième. Donc c'était fin 2020, début 2021, et on a commencé aussi pour la première fois à taffer ensemble à cette période-là. Tu m'avais aiguillé sur, il y avait un pote à nous aussi qui était pareil dans la fac, qui a bossé à l'époque ce qu'on appelait le SAMI, c'est-à-dire le service d'accueil des mineurs isolés étrangers. C'était un service civique, et tu m'avais dit un peu en mode vas-y, ça a l'air cool, on peut se faire un peu de sous là-dessus, c'est dans le domaine sportif. Et donc on était allé au conseil départemental et on était allé à une sorte de réunion. Je sais plus exactement quand ça s'était passé, tu te souviens toi? En fait voilà, c'était un gars qui était dans ma classe, c'était Simon. Oh non, il était dans ta classe à toi. Ouais, Simon, il était dans notre classe en première année. Ouais, première année, Simon, il était avec nous en classe. Après, je me rappelle plus s'il a redoublé ou pas. Non, parce qu'il était encore avec moi après. Ouais. Et bref, en gros, lui, il avait fait ce service civique-là. Et en fait, un service civique, ça dure que quelques mois. Et une fois que t'as fini ta mission et tu peux pas recommencer. Et en fait, lui, il avait commencé une mission et il avait pour but de trouver une personne pour reprendre sa mission après, tu vois. Et donc, du coup, nous, ça nous intéressait parce que cette mission-là, du coup, au SAMI, comme tu l'as dit, ça consistait à encadrer des activités physiques et sportives dans un service d'accueil de jeunes migrants. Et donc, nous, en fait, ça collait avec nos études parce que c'était encadrer des séances de sport avec un public assez particulier. Et en plus de ça, ça nous permettait de travailler un petit peu dans la semaine, gagner un petit peu d'argent, parce qu'à ce moment-là, toi, je crois que tu travaillais pas en dehors de la fac. Toi, tu faisais livreur. Moi, j'étais livreur Uber Eats. Et en plus de ça, du coup, on a commencé effectivement à faire ce truc-là au SAMI. Donc, on avait une réunion, comme tu l'as dit, au conseil départemental où on s'est présenté. On a dit qu'on était volontaire pour reprendre la suite de ce qu'avait commencé Simon. Et donc, voilà, on s'est retrouvés à travailler ensemble quelques heures par semaine où on était, à l'endroit, comment ça s'appelait? Je me rappelle plus comment ça s'appelait. Ouais, on était à Velaine. Velaine en F, je crois. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Ceux qui et connaissent en gros, ça, on était à cet endroit-là. Où tous les jeunes migrants étaient accueillis. Ouais, c'était une sorte de foyer. Ouais, voilà, ils dormaient là-haut, il y avait un peu un internat. En fait, tout se passait toujours là-haut. Et genre après, ils partaient en bus à l'école, dans des trucs comme ça. Mais toute leur vie se passait là-haut, parce qu'il y en a beaucoup qui n'avaient pas de famille. Que des mineurs, en fait. Ouais, c'est ça. Et justement, c'était un des trucs, dès qu'ils étaient majeurs, ils partaient dans d'autres. Oui, c'est ça. C'était un foyer où ils étaient placés en attendant soit d'être majeurs,
soit de trouver une famille d'accueil ou Ouais, quelque il y chose avait comme des ça. trucs comme ça. Et quelque chose en comme vrai, ça. c'était une très bonne expérience. De base, c'était un contrat, je crois que c'était du 24 heures semaine, mais on avait réussi à s'arranger pour travailler un peu plus pendant les périodes scolaires, pendant les périodes de vacances justement, et un peu moins sur les périodes de cours. Ouais, Donc on bossait juste 3-4 heures, 3-4 fois par semaine le soir. Et en vrai, c'était plutôt cool parce que du coup, on faisait justement des séances de muscu. c'est ça. Ils avaient une petite salle et tout, ils avaient Ils un avaient peu de une petite matos. salle de sport, ouais, et c'était trop cool. On était hyper autonome. On ouvrait la salle, on la fermait, et puis on accueillait les jeunes, on faisait des séances de sport avec eux et tout. Donc nous, c'était vraiment dans ce qu'on voulait faire, parce que toi, on en a pas parlé, peut-être que tu pourras en parler, mais toi, ce que tu voulais faire, c'était être prof Ouais, BBS. de base, j'étais parti en STAPS pour faire prof, et plus le temps a passé, et moins c'était ce qui me chauffait, mais forcément le fait de travailler avec des jeunes qui en plus sont en difficulté, ça rentrait totalement dans le cadre de ma formation, et même c'est un truc que j'aime bien, aider les gens, donc forcément ça tombait nickel. Et il y avait aussi le côté entraînement sportif, parce que on adaptait des petites séances vis-à-vis des sports qu'ils faisaient à côté. Je me souviens, il y en a qui faisaient un peu de badminton, un peu de boxe, des trucs comme ça, et du coup on adaptait les séances, et c'était pareil, une première expérience de coaching aussi, tout simplement. Je Ouais. pense que c'était ma première expérience de vrai coaching aussi. C'est ça. Et après, au fur et à mesure, c'est parti. On a commencé à faire juste des activités normales. Je me rappelle, on est parti faire une après-midi menuiserie, je me rappelle, une fois, avec les jeunes, et c'était juste trop cool parce qu'en fait, on passait du temps avec les jeunes et ça leur faisait eux, plaisir. on faisait des C'était ouf. sorties vélo, on était allé au Ouais. Five. Genre en vrai, il y avait plein de trucs qui étaient cool, et eux, ça leur permettait un peu de sortir du quotidien, parce que s'il y avait pas de jeunes comme nous, ou du moins des personnes en service civique, tout le temps c'était pareil pour eux, c'était tout le temps au foyer. Ils étaient assez isolés, ouais, parce que c'était des étrangers. Il y en avait beaucoup qui avaient du mal à parler français, donc j'imagine qu'à l'école, ça devait être un peu compliqué. Et donc, c'était hyper gratifiant de travailler avec eux. Ça nous a permis de nous rendre compte de certaines choses. Moi, perso, j'ai pris un gros coup dans la gueule quand j'ai commencé à travailler avec eux. Et je me suis certaines histoires, c'est ça, en fait. tu me te dis, rendre on a compte de la chance, quoi. à quel point nous on est chanceux, donc relativiser un peu de manière générale sur notre situation et essayer d'améliorer un peu leur cadre de vie qui parfois était vraiment chaotique. Donc c'était trop bien, effectivement. On s'est régalé, on était très autonome et ça s'est super bien passé. Après, du coup, on avait un contrat sur 6 mois, si j'ai plus de bêtises, 6 ou 8 mois. 8, non, peut-être. 6, je crois. Je crois on a commencé début décembre et on devait terminer fin juillet. Peut-être 8. Ouais, peut-être, ouais. Et je me souviens que en plus c'était très carré, genre typiquement on avait des congés payés, des trucs comme ça, ce qui fait qu'on en reparlera, mais on a pu prendre le mois de juillet pour faire nos Ouais, autres on a activités. Suffisamment travaillé pour avoir le mois de juillet. Et on a bien bossé. Après, il y a eu période galère aussi parce que il y avait de nouveau des trucs Covid pendant ce temps, ce qui fait que des fois on pouvait pas leur faire des séances parce que c'était décalé. On devait faire des séances en visio, on devait créer un événement à distance qui au final malheureusement avait été annulé. On avait un projet entre la fac, je crois l'école de kiné de souvenirs et le SAMI, faire une genre de grosse demi-journée sportive où il y avait plein de trucs. Malheureusement ça s'est pas fait à cause du Covid, ouais, je me rappelle. Mais c'était cool parce que le deuxième confinement à ce moment-là, un petit confinement exactement. Où les salles de sport ont refermé encore. Exactement. Et parce qu'en plus, je me souviens que on travaillait pour le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, donc on avait les attestations de sortie à l'époque. On avait une attestation un peu, on pouvait bouger tout le temps, n'importe quand. Puis on était en STAPS aussi. Ouais. Donc les étudiants STAPS avaient le droit, par exemple, d'aller à la salle de sport. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y avait ça, il y a les publics prioritaires, je crois, il y a les étudiants en sport, il y a les pompiers, gendarmes, etc. Ça va, nous, on était plutôt bien. Ouais, donc en vrai, c'était plutôt cool. Après, c'était forcément pas une période cool pour tout le monde, mais nous, ça allait, du coup, on arrivait à taffer, etc. J'avais plus le droit de travailler en tant que livreur Uber Eats, théoriquement. J'avoue, j'allais quand même travailler parce que sinon je pouvais pas manger. Donc mais ouais, en vrai c'était cool, en plus ça faisait un peu de sous pour mettre de côté et juste ça faisait une première expérience aussi comme dit en coaching ou même dans le travail, l'accompagnement, etc. Et c'était la première fois du coup qu'on taffait ensemble. Et ça s'est plutôt bien passé. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça matchait vraiment bien. Parce qu'on était plusieurs dans ces unités-là, plusieurs étudiants. Je crois qu'on était une dizaine en tout cas. À travailler plus ou moins les uns avec les autres. Et nous, on s'est rendu compte que, de par le fait qu'on se connaissait depuis un moment, plus notre amitié, ça matchait vraiment bien. Puis même nos caractères, ils se complètent vraiment bien. On pourra en parler plus tard, même notamment dans les questions que les gens nous ont posées. Mais nos caractères matchent plutôt bien, donc c'était pas mal. On arrivait à bien taffer ensemble. Genre, il y a souvent des trucs que toi tu voulais pas faire que moi je faisais, inversement. Toi, tu savais des trucs que je savais pas. Et en fait, on arrivait vraiment à accumuler nos expériences et nos connaissances pour faire un truc carré, et ça a plutôt bien fonctionné. Et en plus, pardon, je te coupe, on avait un cursus différent en STAPS. C'est que moi j'avais pris la filière entraînement sportif, donc moi mes études étaient vraiment basées sur l'entraînement, la performance, et toi c'était éducation et motricité. C'était plutôt l'accompagnement, l'encadrement de jeunes ou de publics de tout type, et ça nous a plus tard aussi. trop aidé pour le SAMI et pour ce qui va suivre juste après, donc c'est le Roots. Ouais, c'est un peu ce qui a mis le pied à l'étrier au final. Si je me souviens bien, je crois pour l'anecdote, genre
tu m'avais appelé parce que t'étais tombé sur une annonce Le Bon Coin. Ouais. Annonce Le Bon Coin. Ce qu'il faut savoir, c'est que toi, depuis que t'es un peu jeune, t'avais ce rêve d'ouvrir une salle et de vouloir avoir ton propre truc. C'est ça. Moi, depuis toujours, j'ai toujours voulu être indépendant, c'est-à-dire ne pas avoir de patron. Et à partir du moment où j'ai découvert un peu l'univers de la préparation physique et de la salle de sport, la musculation, je me suis dit, mon rêve, ce serait d'ouvrir une structure sportive, pas forcément une salle de sport. De base, je voulais ouvrir une structure de préparation physique. Et au fur était tourné autour du rugby, non, avec un gars à toi, je crois. C'est ça. J'avais un ami à moi avec qui j'étais au lycée, on voulait ouvrir un truc par rapport à ça et tout. Et donc ouais, j'ai toujours eu ce truc-là en tête. Et après, j'ai dérivé un peu vers le bodybuilding, vers la musculation. J'ai énormément apprécié cette pratique-là. Et après vers la force athlétique, parce que c'est au moment où on travaillait au SAMI ensemble, donc début 2020, fin 2020, début 2021, où moi j'ai commencé à faire de la force athlétique. Ouais, effectivement, il y a cette transition-là aussi. Et en fait, c'est ça. Moi, je suis tombé un peu amoureux de ce sport-là, de la force athlétique, et du coup, je me suis dit, j'aimerais encore plus développer ce sport et cet aspect-là dans mon travail prochain. J'aimerais de faire de mon travail ma passion, et ma passion, ça a commencé à devenir la force athlétique. Et donc, en fait, j'avais une certaine somme d'argent que je voulais investir dans quelque chose. Que ce soit de l'immobilier ou justement un business. Et du coup, c'était soit j'achetais un appart et j'investissais mon argent là-dedans, soit j'investissais mon argent dans ma passion. Donc c'était dans un business un peu pro. C'était business pro, parce que surtout que la fin de ma licence allait arriver. Je savais que je voulais pas continuer en master, donc il était temps de trouver une voie professionnelle. Et du coup, je me suis dit, je vais investir mon argent dans une salle de sport. Et du coup, je traînais sur Le Bon Coin et je regardais soit les appartements à vendre, soit les salles de sport à vendre. Et je suis tombé sur une annonce de ouf sur Le Bon Coin, une salle de sport à Montpellier qui était à vendre, tout équipée avec tout le matériel. La salle, elle était neuve parce qu'elle avait 2 ans, et en fait les anciens propriétaires avaient décidé de revendre la société parce que Covid sur Covid, les fermetures. À cause du Covid, ils arrivaient plus à s'en sortir. Parce que pour situer, du coup, c'était en février-mars 2021. Les salles de sport étaient encore fermées et il y avait pas de date en plus de réouverture à cette époque-là. Ouais. Ils avaient juste dit, ok, les salles de sport c'est fermé, même pas pour les publics prioritaires, etc. C'est out. Et du coup, on était tombé dessus. Et je me souviens, dans la soirée, tu m'avais envoyé un message où on s'était fait un appel. Ouais. Et genre, on avait qu'à discuter et vraiment, on s'est chauffé en une soirée limite. Ouais, parce que genre. En fait, le prix, il était vraiment, vraiment attractif parce qu'ils étaient un peu pris au dépourvu, les deux gérants de cette ancienne salle-là. Et donc, en fait, moi, je vois le prix, je vois que c'est largement dans la fourchette de mon investissement, en fait, tu vois. Et en fait, voilà, le prix en fait, ils vendaient la société clé en main. Donc, c'est-à-dire que t'achetais la société, les statuts, machin, mais tout le matériel. Et vu le matériel qu'il y avait dans la salle, c'était même pas le prix de la société au complet. Et donc en fait je me suis dit mais c'est ouf, je me suis un peu emballé sur ce soir-là, et en fait je me suis dit ok, je peux pas gérer ça tout seul, c'est évident. Avec qui je peux faire ça? Forcément Barnabé, direct, bam, parce que on travaille ensemble au SAMI, je le coach, on s'entraîne ensemble, je sais que ça matche bien. Je savais juste que toi c'était pas ton objectif principal, mais je me dis vas-y, je vais lui proposer, parce que en fait dinguerie, on va pouvoir ouvrir une salle de sport, on va pouvoir travailler à notre compte, ça va être trop bien, tu vois. Et donc c'est là où je t'en ai parlé, et ça t'a chauffé. Vraiment ça m'a chauffé. Je te dis, on s'est appelé et genre on a discuté 1 heure, et je me souviens encore, genre j'ai raccroché et je suis allé voir mes darons et je leur ai dit bon, l'année prochaine. Et je me souviens, c'était une grande discussion aussi avec mes darons, parce que de base faut savoir que j'étais parti pour faire un master MEF, donc pour professeur des écoles. Et professeur des écoles, je suis peut-être une connerie, non, professeur de sport. Au final, ma L3 c'est pas super bien passé, hein. C'était un peu ric-rac. Et d'ailleurs, ça, on pourra reparler aussi de comment j'ai validé mon année. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a chauffé. Et en fait, mes darons m'ont dit, si tu veux, genre c'est comme si tu faisais un master, on va te financer, etc. Mais il faut que t'aies ton année. Et dans tous les cas, si j'avais pas mon année, faut savoir que j'avais pas mon diplôme pour coacher, j'avais pas mon diplôme d'état. Donc c'est-à-dire que je pouvais même pas encadrer les gens dans la salle, etc. Parce qu'au début, on s'était mis d'accord. Bon, après de base, c'était une supposition, et on est allé visiter. Aussi, ça c'est important. Ouais. On est allé visiter un week-end. Je crois que c'était février ou mars, quelque chose comme ça. C'était mars, ouais. C'était début mars. 1 ou 2 semaines après, je crois. Ouais. Après, très rapidement, en fait. Moi, j'ai assez vite. Moi, pareil, j'ai appelé ma mère, je lui en ai parlé et tout. Ma mère effrayée de fou par le projet, normal. Ma mère qui n'y connaît rien en entrepreneuriat, qui plus est en sport, donc elle m'a juste dit écoute, essaye d'aller voir, réfléchis, fais une sorte de plan, de prévisionnel, tu vois. Et donc en fait j'ai contacté les gérants et je leur ai dit que moi j'étais très intéressé et que j'étais disponible pour venir voir la salle, sachant que nous on était à Nancy, la salle c'était à Montpellier, tu vois. Et en fait 800 bornes, vraiment. 800 bornes. Moi j'avais absolument
aucun pied-à-terre à Montpellier, toi non plus. J'avais été quelques fois parce que j'ai quand même de la famille pas trop loin, mais voilà, et j'avais quand même étudié un petit peu le terrain, j'avais regardé est-ce que Montpellier ça semblait être une bonne ville pour ouvrir ce genre de projet, etc., etc. En plus, moi, je savais qu'après la fac, je voulais déménager dans le sud parce que c'est une région de la France qui m'a toujours fait kiffer. Et je savais qu'une fois que ma licence était validée, je voulais faire un peu ma vie là-bas, mais je savais pas précisément où. Toi, peut-être pas spécialement, tu vois. Donc toi, c'était vraiment le chamboulement total, tu vois. Et en une soirée, tout est parti en vrille en mode le masterfuck. Et en fait, c'est surtout qu'il y a aussi un truc, c'est que quand on était à la fac, on était très très loin d'avoir le profil entrepreneur parce que là, on vous parle de trucs assez sérieux. Donc moi, j'ai commencé à le coacher. Moi, j'ai essayé de développer mon business en plus d'être étudiant à la fac. Toi, pareil, on a travaillé au SAMI et tout, mais à côté de ça, on sortait énormément. Surtout la première et la deuxième année. Des vrais étudiants en fac, on va dire, surtout en stage, quoi. C'était, on profitait, genre on s'entraînait, mais on sortait à côté. Moi, j'ai foiré ma première année parce que je faisais n'importe quoi. On faisait que de sortir et tout. Donc, on n'était pas les profils, tu vois, les plus studieux. Moi, j'ai redoublé mon année. J'ai encore une anecdote là-dessus. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, on était en L1 ensemble et on avait un examen théorique de hand, genre un matin. Ouais. Et ça, cette anecdote, elle est folle. Je peux pas la laisser comme ça. En gros, il m'envoie un message, il me dit, l'examen, il est à 10h ou à 11h? Je dis, tranquille, je crois 11h. Et il va voir genre 10h10 sur son tel, il me dit, gros, c'est à 10h. On prend 2 vélos, on déboule tout, genre, je sais pas, on a peut-être 5-10 minutes de route, on cavale, on manque de se faire faucher 10 fois, vraiment. On est tellement vite en vélo, laisse tomber. Le tram, il passe, les voitures, elles passent, on se fait klaxonner et tout. On arrive devant l'amphi, 15 minutes de retard, on rentre à peine. Tout le monde se fout de nos gueules parce qu'on était les deux cons arrivés en retard et essoufflé et tout essoufflé, et genre à 1 minute près, on était recalé du truc. Donc c'était un peu ça, en fait. Et surtout, en plus, on aurait été ajourné, on aurait dû forcément passer au rattrapage et tout. Au final, on a eu des notes de merde. C'était ma spécialité, vraiment, j'ai eu 6. Hein. C'était la vie d'artiste, la fac, parce que on avait tous les deux un appart, on vivait seuls. C'était juste on profitait, en fait c'est ça, tu vois, on voulait aller au cours, on allait au cours, on voulait pas, on n'y allait pas, on s'entraînait. C'était pas non plus, voilà, tu vois, c'était pas non plus, on n'était pas les mecs plus sérieux. Ouais, c'est ça. Et en fait, du jour au lendemain, entre guillemets, en fait, vas-y, on va arrêter nos études après la licence et on va ouvrir une salle de sport. Genre, moi, ma mère, elle m'a dit, mais attends, t'es sûr et tout, machin. Toi, ça devait être encore pire parce que t'étais encore plus éloigné de ce délire-là, tu vois. Mais donc, ils ont rien compris en une soirée. En fait, c'est ça. C'est vraiment arrivé d'un coup. Et après, voilà, on a quand même réfléchi longtemps et on a décidé d'aller visiter la salle dans le sud. Et quand on a été visiter la salle, là, on était refait. Genre, c'était vraiment une dinguerie. Tout était nickel, c'était super stylé. En plus, les anciens propriétaires, ils ont réussi à bien nous vendre le truc. Très très bien même. Quelques petits vices cachés, le genre de trucs qu'on aurait bien aimé savoir. Le genre de problème qui arrive quand tu achètes une société et que tu ne la crées pas de A à Z. Et surtout quand on n'a pas l'expérience, on savait pas tous ces petits trucs là qui pouvaient arriver en fait. Et en fait on était jeunes, 19 piges. Ouais, on savait rien. On savait rien de l'entrepreneuriat. Moi, j'avais juste créé une petite micro-entreprise pour être livreur Uber Eats, ce qui est pas du tout pareil. C'est tout, mais mes parents n'étaient absolument pas entrepreneurs ni quoi que ce soit. Donc on n'avait pas cette fibre là. Moi, j'avais juste envie d'être indépendant, tu vois, mais on n'y connaissait rien du tout. On a dû beaucoup apprendre sur le tas parce qu'on n'a pas eu de formation là-dessus. Eux, ils nous ont un peu mis des petites douilles à droite à gauche, tu vois, et en fait c'est ça le problème quand tu rachètes quelque chose. C'est un peu comme quand t'achètes une voiture d'occasion, tu vois. Le mec, il va te la montrer toute belle, il va te dire tout ce qui est cool et tout, et les vis un peu cachées, il va pas te les dire. Sauf que là, on parle d'une société, on parle pas d'acheter un iPhone, tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu crées tout de A à Z, tu peux faire des erreurs, c'est sûr. C'est tout ce qu'il y a. Mais disons, t'es au courant de tout. Mais là, on se retrouve à avoir quelques vis cachés et du coup à avoir quelques surprises au moment de l'ouverture ou tout simplement les mois plus tard, quelques mois après, quelques années mais après. En tout cas sur le moment tous les feux sont verts pour dire qu'il faut qu'on se lance là-dedans, parce qu'en plus de ça cet apport financier qu'il fallait ajouter pour acquérir cette salle, moi je l'avais en fonds propres, donc c'est-à-dire que j'avais pas besoin de faire d'emprunt, on n'avait pas besoin de s'endetter pour ouvrir ce business-là. Donc au pire des cas, ce qui se passait, c'est qu'on perdait de l'argent. Mais on perdait pas de l'argent en s'endettant. C'est-à-dire que moi, j'avais pas besoin de faire un crédit sur 10 ans pour ouvrir ce business-là. Et c'est-à-dire que si ça se cassait la gueule du jour au lendemain, c'est juste, entre guillemets, l'argent. Mais j'allais pas devoir payer pendant encore 10 ans les pots cassés, tu vois.
Et donc voilà. Mais surtout qu'en plus, on n'aurait jamais eu de crédit, en toute honnêteté. Et c'est d'ailleurs pour ça que... À part un crédit étudiant, mais... Et encore, on était période Covid. Et c'était pas suffisamment. Un crédit étudiant, je sais pas combien ça peut valoir, mais là pour situer, on était 2 étudiants, on n'avait pas de taf, genre t'étais livreur, donc en vrai, pour les banques... travailleur indépendant depuis pas longtemps, en plus, c'est pas ouf, tu vois. Période Covid, salle de sport, pour un projet de salle de sport, et sachant que en plus, il y avait toujours pas la date de réouverture des salles de sport. Donc là, on y allait un peu à tâtons en mode... go, parce que du coup on a officiellement signé, t'as officiellement signé début avril, moi j'avais pas pu me déplacer parce qu'on était parti là pour visiter, on était parti un week-end où on avait fait genre 1500 bornes en un week-end avant d'aller en cours le lundi et tout, enfin bref c'était nimp. Et donc un mois plus tard à peu près ça a été fait, ça a été signé. Donc 7 avril si j'ai pas de bêtises, j'ai cette date en tête mais je suis même peut-être, je sais même pas, début avril et donc ouais, c'est à partir de là que tout a commencé. On était tous les deux gérants d'une salle de sport, alors qu'on était tous les deux à la fac. Et genre, vraiment, et en plus, ça a été signé, j'avais même pas encore mon année. Bah oui. Et c'est pour dire à quel point c'était la sauce. En plus, j'avais loupé mon premier semestre, j'avais genre 9,8. Dès le début, c'était déjà full stress. En plus, genre vraiment, il y a trop de trucs qui font que ça aurait pu tellement mal se passer dès le début et on a quand même réussi à rattraper. Pour situer, du coup, ce qui était prévu, c'est que Charlie, vu qu'il est resté 1 an, il avait terminé ses études à Nancy et qu'en gros, moi, j'avais géré toute la partie en présentiel, dès que mon année était finie et qu'en gros, toi, tu viendrais pendant les vacances scolaires, etc. Sauf que le truc, c'est que si moi, je loupais mon année, c'était la merde parce que la salle, elle allait être sans rien pendant 1 an et évidemment perte de sous monumentale. Et du coup, mon premier semestre, je l'ai pas eu à 9,9. Mon deuxième semestre, je l'ai pas eu à 9,8. Et en gros, justement, quand on parlait du SAMI, on pouvait monter un dossier de... c'était quoi ? C'était le B2E, bonus engagement étudiant. Quand on avait des trucs en dehors de la fac, que ça soit sportif, associatif, caritatif, etc. En fait, on pouvait avoir des points bonus sur notre moyenne. Et on avait sorti un dossier béton. Genre, je crois que le maximum qu'on pouvait avoir, c'était 0,5 points de moyenne à l'année. Et on a sorti... Moi, je crois que j'ai eu 0,48. Et toi, genre 0,44. Mais je crois que c'était 2 plus hauts chiffres jamais fait pour la fac. Dossier de fou. Et du coup, en même temps, il y avait le conseil, l'appui du conseil départemental, la présidente du SAMI. Oui, il y avait aussi la salle. Ça rentrait aussi dans on avait réussi à carotte un peu ça aussi. Et du coup, au final, je valide mon année sans valider aucun semestre. Donc déjà, c'est vraiment, c'est honteux. Pour vous dire à quel point on n'était pas les plus studieux, mais on avait juste envie de réussir et de se débrouiller. On a magouillé et au final, on s'est débrouillé pour le faire, quoi. Et c'est le plus important. Pareil. Moi, j'étais en 2e année. Et je savais que, donc là, on parle d'avril 2021, du coup. Donc toi, fin de 2e année. Moi, fin de 2e année. Donc moi, il me reste encore 1 an et demi à faire. Barnabé, il lui reste jusqu'à juillet. Et donc, en fait, quand on signe tout et que du coup, je paye, littéralement, je lâche les sous, on n'est même pas sûr qu'on va pouvoir ouvrir la salle en septembre. Et même si on le fait, on sait pas quand est-ce que les salles vont réouvrir à cause du Covid. Donc ça aussi, c'était pareil. C'était un bourbier sans nom dès le début. C'est ça. Et donc on décide quand même de franchir le pas et moi je me suis dit si jamais ça va pas, j'essaierai de finir mes études à Montpellier parce qu'il y a un STAPS à Montpellier et on essaiera de se débrouiller comme ça, mais en fait on s'est pas trop laissé le choix pour être honnête. Moi pour le coup je disais même à Barnabé, mon gars, il faut que tu réussisses ton année parce que sinon vraiment là il était avec moi dans la merde, tu vois. Et on était au pied du mur et on était en mode il y a pas le choix, faut juste y aller, faut le faire. Et au final, du coup, moi j'ai eu mon année, je validais mon année, donc c'était, je crois, j'ai les résultats fin mai, début juin, quelque chose comme ça. Moi aussi, parce que c'est con, mais il fallait pas que je continue de redoubler, tu vois, parce que c'était galère. Et donc, on valide tous les 2 nos années, donc à partir de ce moment-là, déjà Barnabé, il doit déménager, donc il doit partir de chez ses parents, il doit partir de son appartement à Nancy parce que toi tes parents habitent près de Strasbourg, donc Nancy Strasbourg ça va, genre 1 heure, on va dire 1 heure. Mais là on parle de Strasbourg Montpellier, donc 900 bornes, tu vois, et donc Barnabé doit trouver un appartement avec un dossier pareil qui est pas ouf parce que pas de dossier littéralement, pas de dossier, tu vois, tu travailles pas, je me rappelle, c'était galère pour que tu trouves un appart. Et en plus je me souviens que on était sous contrat au SAMI jusqu'au 31 juillet normalement. On avait réussi, ils ont été cool. En gros, on a réussi à poser tous nos congés sur juillet. On a eu le mois de juillet de libre, ce qui fait que, du coup, on va dire que 31 juin c'était plié tout ce côté-là. Mais ouais, après, on a direct descendu dans le sud. Il y avait le côté, faut que je commence une nouvelle vie à 900 bornes de chez moi et je connais personne. Mais genre vraiment personne. Moi, je me rappelle, je suis descendu 2 semaines en avance par rapport à toi, parce que toi, c'est ton anniversaire début juillet et t'as pris 2 semaines de vacances après avoir validé ton année, ce qui est normal avant de commencer ton déménagement et tout. Du coup, moi, pendant les 2 premières semaines de juillet, je suis descendu dans le sud et j'ai vécu dans la salle pendant 2 semaines. Et la salle n'était pas ouverte encore. La salle n'était pas ouverte. En fait, on préparait l'ouverture.
Et du coup, bah, vu que moi j'avais pas de logement et que moi je devais retourner à Nancy en septembre pour la fac, bah, j'ai vécu dans la salle pendant 2 semaines avec un vieux matelas par terre et un réchaud. Oh là là, il y a tellement d'anecdotes. C'était ghetto de fou, mais c'était incroyable. Genre, je passais ma journée à préparer l'ouverture de la salle. Je m'entraînais, en plus je préparais. Il y a les championnats de France à Port-la-Nouvelle. Et c'était ce qui était prévu. Moi, en gros, parce que Port-la-Nouvelle, c'est 1 heure en dessous de Montpellier, à peu près, globalement. Ouais. Et moi, je t'avais rejoint là, et ensuite, on s'était dit, une fois que c'est rejoint, on se laisse 1 semaine, et on fait la réouverture. Parce qu'il faut savoir qu'entre mai, je crois en mai, on a eu la confirmation que les salles de sport pouvaient réouvrir mi-juin, fin juin. Du coup, nous, on était légèrement décalés par rapport à ça, parce qu'au final, on a réouvert le 26 juillet, je crois, porte ouverte, je crois, un truc comme ça. Porte ouverte. Et en gros, donc, les France, c'était, je crois, le 15-16. Toi, t'as fait tes championnats de France. On s'est laissé 1 semaine où on était dans un Airbnb, etc. On a taffé et après on a fait la réouverture. Je me rappelle, on allait du Airbnb à la salle en moto et il fallait traverser tout Montpellier et tout. Ouais, mais et ouais, c'est vrai qu'en plus de tout ça, donc c'est-à-dire gérer la fac et gérer l'ouverture de ma nouvelle société, moi j'étais en train de bien exploser en tant qu'athlète. C'est-à-dire que c'est l'année où j'ai participé à mes premiers championnats de France. C'est l'année où j'ai commencé à me montrer un peu dans le milieu de ce sport-là. Et donc, ça faisait beaucoup de choses parce que je commençais à prendre mes entraînements très au sérieux. Donc, c'est-à-dire, là, moi, perso, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Je ne sortais plus. Je faisais que m'entraîner, travailler pour ouvrir la salle, faire ce qu'il fallait pour avoir mon année. Donc, je dis pas que je travaillais comme un fou à la fac, mais je faisais ce qu'il fallait pour valider mon année. Et donc, ouais, à partir de ce moment-là, c'est là où la vraie vie d'adulte a commencé. Parce qu'on pouvait plus se permettre, en tout cas, moi et en vrai même toi, on pouvait plus se permettre de sortir, de faire les fous comme on le faisait avant. Parce que, bah là, on avait des obligations. En fait, un business on est vraiment, en fait, rentré dans le monde adulte, genre, en 2 semaines. Genre, vraiment, on est passé des étudiants qui s'en battent un peu les couilles, on fait la fête, on sort nanani nanana, à on a un business et on n'y connaît rien et on doit faire ça. Et donc on se retrouve à ouvrir fin juillet. Donc on fait juillet août ensemble. Toi tu trouves un appart. Les darons réussissent à trouver un appart. Gros SO à mes darons. Je sais pas s'ils écouteront l'épisode, mais ils m'ont tellement sauvé, mais tellement de fois, et même encore maintenant. Genre ils ont réussi à me trouver un appart pendant que nous on était en train de taffer sur la réouverture. Ouais. Je me souviens en plus du coup on a fait un resto pour fêter ça avec tout le monde. Ouais, d'ailleurs pour l'anecdote, pour la réouverture, quand il y a eu les championnats de France après, on était avec ceux qui connaissent peut-être Pana, Corentin, Lia, des athlètes comme des athlètes très haut niveau, hein, franchement les meilleurs athlètes français. Et pour rigoler un peu, on leur a dit nous on ouvre une nouvelle salle, une salle de force. On voulait aller l'orienter vers la force parce que toi c'était ce que tu kiffais. Et moi j'ai commencé à me mettre dedans à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes chaud de venir? Et au final, genre à notre surprise, ils ont dit ils ont passé une nuit dans la salle aussi. Ouais, on a dormi une nuit dans la salle, tous par terre sur des matelas et tout. C'était incroyable et c'était trop cool. Il faisait tellement chaud, c'était le coup de boost qu'ils nous ont donné à l'ouverture, c'était trop bien parce qu'ils mettaient tous des stories et c'était déjà des athlètes qui avaient beaucoup de visibilité. Donc en fait dès le début, on a réussi à orienter la pratique de la salle vers de la force athlétique grâce à tous ces eux, à leur soutien, ça c'était ouf. Parce que toute la première semaine, du coup, quand on a réouvert, ils étaient là. Certaines après-midi, ils s'entraînaient pas, ils venaient juste pour qu'il y ait des gens qui viennent et tout, et ça nous a donné une visibilité de fou. Et ça, c'est un immense merci encore, parce que c'était zinzin. Ouais. Et du coup, on a commencé tout de suite avec des guests de fou. Ouais, c'était trop cool cet été-là. Moi du coup, je vivais avec toi dans ton appart parce que moi, je pouvais pas prendre d'appartement à Montpellier parce que moi, en septembre, fallait que je retourne à la fac, et c'est là où ça a commencé à être compliqué parce qu'on arrive en septembre où moi je dois retourner à Nancy parce que j'ai ma dernière année à valider. Toi tu dois rester dans le sud à Montpellier parce que tu dois ouvrir la salle, et les horaires de la salle à la semaine c'est 60 heures d'ouverture. Donc c'est 60 heures de travail pour Barnabé seul. Moi c'est je dois valider mon année à tout prix parce que faut pas que ça dure plus d'1 an. Il faut aussi à côté de ça que j'arrive à gérer tout ce que je peux faire en distanciel. Faut que j'essaye de m'en occuper pour décharger au maximum Barnabé de ses heures de travail, parce que lui déjà il est tout seul dans le sud, il connaît personne, il doit ouvrir une salle de sport et il en sait rien, tu vois. Et donc déjà c'était très chaud au début. En gros moi je gérais tout le côté présentiel à l'année on va dire, et toi tout le côté distanciel, donc c'est à dire les coachings, les suivis, etc. Même tout ce qui est paperasse et tout t'as aussi fait. Et quand toi t'as été vacances scolaires, tu descendais dans le sud, et moi à ce moment-là je prenais des vacances et je remontais 1 à 2 semaines. Donc on a passé une année comme ça, enfin plusieurs mois comme ça, quasiment 1 an en vrai, de septembre à mai. C'était dur de fou. Moi j'avais pas de vacances du coup, parce que dès que j'avais les vacances de la fac, je descendais dans le sud et je tapais des vacances où je faisais 60 heures d'ouverture comme toi tu le faisais tout le temps, tu vois. Franchement c'était un rythme de fou, parce que on faisait en gros 9h 21h minimum tous les jours, du lundi au vendredi, et le samedi c'était 10h 13h, mais on terminait tout souvent un peu plus tard.
Le samedi, c'est pareil, on fermait un peu plus tard. Et en fait, toute ma vie tourne autour de la salle et littéralement, il y avait plus rien d'autre dans ma vie. Et c'était très fatigant, très éprouvant. Surtout que, en vrai, vu que c'était le début, il y a des jours où genre, il y avait personne. Et c'est encore plus frustrant parce que tu restes 12 heures et t'as rien à faire et t'es en mode, yes, vraiment. Ouais, de fou. Non, c'était galère. La première année était vraiment compliquée. Après, plus le temps passait, forcément, plus on a de monde. Et bah pareil, le fait de reconstruire une vie totalement à l'autre bout de la France, c'est pas facile non plus, quoi. Ouais, faut trouver une vie sociale, faut essayer d'avoir autre chose en tête que juste ton travail et aller à la salle pour l'ouvrir. Et en plus de ça, on essayait de trouver de quoi développer du coup ce business, parce que ouvrir une salle de sport c'est cool, mais au début on avait perdu. En fait, on comptait retrouver la clientèle d'antan. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout le cas, parce que la clientèle la clientèle qui était déjà présente quand la salle était ouverte avec les anciens proprios, bah en fait, ils ont trouvé une autre salle ou alors ils ont arrêté de faire du sport parce qu'en fait, la salle est restée fermée tellement longtemps que les gens ont un peu arrêté de calculer. Les gens savaient même plus que c'était encore ouvert. Donc, on a dû quasiment recréer toute une clientèle qui était différente parce qu'on faisait un peu de force athlétique. Et donc au-delà du fait d'ouvrir et d'accueillir et de coacher des gens, il fallait trouver des personnes, trouver des nouveaux intérêts pour que les gens y viennent et tout. Et ça, c'est pareil, c'était très compliqué parce que encore une fois, on n'a pas eu de formation là-dessus. En fait, on est arrivé, on a géré une entreprise alors que littéralement on sait rien faire. On a appris qu'il fallait faire de la compta, on a appris comment il fallait faire de la compta, on a appris même un truc tout bête, mais en termes d'organisation, il faut s'organiser et quand il y a des choses à faire, on n'a pas d'autre choix que de les faire en fait. Genre un truc tout bête, mais si un truc qui est bouché, si un truc qui est cassé, bah c'est à nous de le faire et on peut pas reporter sur quelqu'un, reporter un autre jour. C'est à nous de tout faire et ça, je pense que ça nous a beaucoup appris par contre dans le fait de faut faire les choses, il faut pas repousser au lendemain. Pub, marketing, développer des réseaux. Ouais, tout le côté communication. Ça, c'était un peu galère et on a essayé de faire de notre mieux. Et en vrai, on a quand même réussi à choper un bon créneau au niveau de la force athlétique. Alors, c'était un peu compliqué parce que on n'avait pas énormément de matériel. On a quand même investi dans du matériel de force athlétique, mais la salle où on était n'était pas vraiment sujette à la pratique de la force athlétique parce que c'était petit, on avait un étage qui n'était pas exploitable pour faire de la force athlétique, donc 50% de notre surface n'était pas praticable sur un domaine qu'on essayait de développer, en plus du reste. Donc on a essayé de développer de la prépa physique, des cours collectifs et tout, mais ça marchait beaucoup moins parce que notre salle de sport a été très très vite connotée comme une salle de force athlétique. Et en même temps, c'est ce qu'on voulait faire, c'était notre passion, vraiment, c'est ce qu'on kiffait. Après, forcément, il faut du reste pour ramener des sous aussi, tout simplement. Mais la force athlétique, faut pas oublier que c'était un domaine en pleine expansion, donc c'était encore tout neuf. Et même autre chose, ça on l'a pas su et on l'a su que quand on a ouvert, mais il y avait une autre salle aussi qui était spécialisée dans la force athlétique, qui était pas très loin. Et ça, on le savait pas, on l'a appris. Si, moi je savais, j'avais vu qu'il y avait une autre salle de force athlétique pas loin, mais en fait, je savais que en créant une atmosphère différente, il y en aurait suffisamment pour tout le monde. Exactement. Grâce notamment au contact qu'on a eu grâce à toute la team Costock de Paris, tu vois, qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont permis de faire découvrir notre salle à des gens un peu plus jeunes, et donc on a quand même réussi à avoir du monde, pas mal d'athlètes en force athlétique. Je trouve qu'on a quand même réussi à créer quelque chose de bien. On a initié beaucoup de personnes à la force athlétique, on a vraiment réussi, je trouve, à apporter notre pierre à l'édifice. On a coaché pas mal de monde en force athlétique, on a réussi à faire des événements autour de la force athlétique. Ouais, on avait fait des meets à l'époque, et en fait on est vraiment arrivé dans ce truc où la force athlétique, ça a explosé et on voulait apporter notre pierre à l'édifice et faire en sorte tout simplement que les gens ils découvrent cette pratique-là. Et même moi, je l'ai découvert à ce moment-là en fait. C'est-à-dire que moi, je faisais juste de la muscu et du hand avant, mais avec le confinement, etc. Et vu que je suis allé à l'autre bout de la France, j'ai pas pu continuer le hand. Et j'ai commencé ma première séance de force athlétique, c'était aux routes, littéralement. Et c'était trop cool. Et je suis tombé cash en mode autosport et j'étais en mode let's go, en faire pendant les 20 prochaines années. Ouais, surtout que moi, j'étais déjà à 100% dedans et donc je t'ambiançais un peu dans le délire parce que moi j'étais à fond dedans et je voulais un peu que tu pratiques parce que je trouvais ça cool et ouais, au fur et à mesure t'as commencé à bien kiffer aussi, donc sur cet aspect-là c'est vrai qu'on a réussi à bien développer notre sport dans notre région, enfin dans notre ville et dans notre région à moindre échelle, tu vois, et du coup c'est de là aussi que le club est arrivé, la team Costock Occitanie. On a fait le choix de du coup on avait fait ça en juillet, on a réouvert en juillet 2021. Octobre 2021, on a fait tous les papiers, etc. On a créé une association, donc la team Costock Occitanie, qui était pour but tout simplement de pouvoir licencier des athlètes chez nous, d'avoir vraiment un club pour que les athlètes puissent le représenter. C'est-à-dire que on avait le Roots Gym et à côté, on avait la team Costock Occitanie. C'est deux choses totalement séparées et c'était cool parce que c'est pareil, ça a fait un regain. On a eu des athlètes qui ont fait des compétitions nationales, voire internationales aussi du coup. Et c'était vraiment cool parce que c'était le début aussi de
comme dit, ce qu'on met dans la force athlétique, on essaye de développer ce sport et je pense qu'on a quand même réussi à le faire. La Team Costock, c'était au-delà de l'aspect business, financier, entrepreneurial, c'était vraiment l'aspect associatif et développement de nos disciplines, parce que à savoir aussi qu'à cette période-là, c'était le moment où le sport il a explosé en France. Il y avait de plus en plus de pratiquants qui allaient dans des salles, dans des basic fit, dans des trucs comme ça, qui cherchaient à faire de la compétition et tout. Et il fallait que des clubs ouvrent, permettent aux athlètes d'avoir des licences, permettent aux athlètes d'avoir des lieux pour s'entraîner, etc. Et dans des bonnes conditions aussi, parce que là on avait du matériel de compétition, on avait ce genre de choses, et du coup les athlètes ils arrivaient, ils étaient au bon endroit en fait. On les accueillait, on les coachait aussi, puisque du coup pour ceux qui savaient ou qui savaient pas, au Roots on avait des formules où juste vous pouvez venir comme ça, une entrée libre, mais on avait aussi des formules de coaching où du coup on accompagnait, on faisait des suivis, un peu comme on le fait maintenant, mais on le faisait du coup en présentiel, donc pour les athlètes c'était encore plus royal au final. Et on a mis quand même pas mal de pratiques, on a mis pas mal de personnes à la pratique, que ça soit des plus jeunes, des plus vieux comme Xav par exemple. Et c'est cool parce qu'on a quand même découvert pas mal de personnes, des personnes avec qui on est encore à l'heure actuelle, et on a créé des liens assez forts avec certains adhérents. Il y a des gens qui sont toujours en train de s'entraîner avec nous et qui ont commencé à 100% grâce à nous. Enfin, grâce à nous, c'est eux qui ont mis un pied dans la salle, mais c'est nous qui avons créé les premiers programmes d'entraînement, qui les avons fait découvrir la discipline, et actuellement, t'en as qui sont compétiteurs, qui ont atteint un bon niveau. Donc c'est très très cool. Ça fait plaisir, et surtout que nous, c'était notre première année post-diplôme, et c'est là où on commençait à travailler, tu vois. Donc pareil, on faisait de la programmation et tout, mais c'était encore nouveau tout simplement, et on n'avait vraiment pas beaucoup d'expérience. On n'était pas toujours sûr de ce qu'on faisait, et savoir que les gens ils ont des résultats, c'est gratifiant quand les mecs me disent putain je suis content, j'ai bien progressé grâce à vous. Je cite toujours Xav, mais le fait qu'on a réussi à faire vraiment changer de vie certaines personnes dans le bon sens. Je me souviens typiquement d'un autre adhérent qui était très jeune et qui était en surpoids assez prononcé à l'époque, et on l'avait accompagné et il avait perdu je crois une 25 kilos, et je pense qu'on lui a vraiment changé la vie, parce que tout ce qui est côté harcèlement quand t'es plus jeune, ou même santé de manière générale, on a réussi à faire des choses avec certaines personnes où c'était vraiment cool. Au final, on n'a jamais eu un retour comme quoi notre travail en tant que coach était mauvais, tu vois. Au contraire, d'ailleurs. On a eu des plutôt bons résultats par rapport à ça, et c'était cool parce que ça s'est vraiment vraiment bien développé, à un tel point qu'à un moment on avait trop de personnes par rapport à la capacité d'accueil. Donc on a dû mettre en place des créneaux d'entraînement, donc c'était un peu ennuyant pour les gens, parce que réserver un créneau pour venir t'entraîner, etc., c'est toujours des contraintes, mais c'est mieux que venir t'entraîner quand il y a 30 gars dans la salle et que tu peux pas avoir de matériel pour t'entraîner. Donc c'est là où ça a commencé un petit peu à coincer, parce qu'en fait on était arrivé sur une capacité d'accueil maximale, sauf que cette capacité d'accueil maximale là permettait pas une rentabilité maximale. Et donc là un problème se pose, c'est que c'est cool, tu peux pas accueillir plus de gens, du moins pas en même temps, mais t'en as pas assez pour que ta salle elle puisse être pérenne, tu vois. Et donc c'est là où ça commence à être plus compliqué. On avait essayé de développer un peu les cours collectifs, etc., mais forcément c'était pas l'âme que transmettait notre salle, c'était pas ce qu'on aimait faire non plus. Ça accrochait un peu moins. Moi perso j'aimais pas du tout. Moi animer des cours collectifs, et au final au début je parlais de préparation physique et tout, mais au final faire de la préparation physique, en vrai j'aimais plutôt bien. Il y a quelques adhérents on n'a pas eu trop l'occasion d'en faire. Cool. Mais quand on a eu l'occasion d'en faire, c'était très cool, et on avait des bons retours de ces athlètes là. Mais en fait les cours collectifs c'était le truc le plus rentable, ça et le coaching individualisé, donc c'est-à-dire une séance 100% avec l'athlète, avec une personne. Ça c'est les services les plus premium, les plus chers, qui sont du coup assez rares. C'est assez rare d'avoir des clients sur ça. Et les cours collectifs, c'est ce qui est rentable, parce que les gens viennent pendant 40-45 minutes, une heure, ils viennent à 10. Il y a beaucoup de monde, on fait une seule gestion de groupe qui est une personne ou 15, et du coup forcément. Et ça on n'a jamais vraiment réussi à le développer. Je pense que pourtant on a essayé. En vrai, on a vraiment essayé. On a fait plein d'offres, on a fait plein de trucs, mais je pense qu'en fait on n'arrivait pas à cibler le bon public indirectement. Quand les gens arrivaient dans la salle et qu'ils voyaient qu'il y avait des powerlifters en bas et qu'il fallait monter pour faire une séance, je pense que ça les effrayait un petit peu. On a plusieurs personnes qui sont venues et qui nous ont demandé si ils avaient le droit de s'entraîner, s'il y avait que des hommes admis dans la salle ou quoi. En fait, on avait il y avait des freins en fait. C'était pas le bonne atmosphère pour faire du cours collectif. Et pourtant on a toujours essayé d'être là-dessus en mode c'est vraiment une salle où il y a de la mixité, où on a toujours été
clean là-dessus, etc. Et après, je pense qu'il y a aussi potentiellement les a priori de l'ancienne salle, tout simplement, parce qu'il y a peut-être des adhérents qui ont eu une mauvaise expérience avant, ou alors qui, comme dit, ont changé de salle, etc. Et du coup, on a eu des retours sur ça. Ouais, que par exemple, eux, les anciens propriétaires ont coupé sec, tout simplement parce qu'ils avaient pas le choix quand les salles ont fermé. Du coup, certains adhérents, ils avaient des abonnements qui ont sauté, etc. Et ça, malheureusement, on n'y pouvait rien et on le savait pas non plus quand on a repris. Et peut-être que ces personnes-là qui seraient revenues, au final, n'ont pas voulu revenir. Donc en fait, il y a eu plein de petits trucs qui ont fait que les cours collectifs, etc., ça a jamais fonctionné, mais par contre qu'on a quand même réussi à beaucoup développer la force et au final c'est ce qui nous réussit le plus à l'heure actuelle. Ouais, ça nous a permis de développer aussi nos business à côté et c'est ce dont on vit actuellement, donc c'est aussi une bonne chose d'avoir axé ça sur la force. Le seul problème, c'est que dans le cadre dans lequel on était, donc dans le local dans lequel on était et avec ce qu'on pouvait faire, développer la salle de sport uniquement sur l'aspect force, c'était clairement pas possible. Il aurait fallu changer d'endroit ou alors avoir un truc plus grand ou alors tout axé sur la force, mais forcément ça coûte cher aussi. Faut savoir que, en toute honnêteté, un mec qui fait du power, c'est pas le mec le plus rentable. Il va essayer beaucoup de matos, il va rester longtemps, c'est du matos qui coûte assez cher et tout simplement en fait au bout d'un moment on arrive à un et calcul en plus, au niveau généralement de c'est des jeunes et les jeunes ils ont pas forcément les moyens de payer des abonnements très très chers dans une salle. Donc si le mec il paye déjà son coaching avec son coach et qu'en plus de ça il doit payer un abonnement à la salle 60 balles, en fait parfois c'est pas possible, alors que un public un peu plus âgé qui a forcément un petit peu plus de revenus, qui va faire du cours collectif, il va pas venir qui va rester te poncer aussi, la salle pendant 4 heures. C'est ça, il va venir 1-2 fois par semaine faire un cours collectif ou faire sa petite séance, rentrer, hop, c'est nickel pépère. Alors que le jeune qui a 18 ans, il va arriver comme un fou, il va tabasser tous les poids de la salle, il va rester 5 heures, mais par contre, il voudra payer son abonnement 30 balles, forcément, en termes de rentabilité, c'est pas top. Mais en fait, nous, c'est plutôt ce qu'on aimait. Et donc, on a essayé de trouver un mix entre rentabilité et ce qu'on voulait faire, mais c'était assez compliqué. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, on était vraiment pas cher. Quand on compare les tarifs actuels, pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui prenait un abonnement sur 1 an avec suivi, donc c'est-à-dire coaching à distance en présentiel, plus l'accès à la salle, il payait 70 € par mois. C'est ouf. À l'heure actuelle, c'est limite 1 heure de coaching avec un coach. Et encore. Et donc c'est ouf parce que on n'avait pas cette notion aussi de ce que ça vaut réellement notre travail. On n'avait pas aussi envie de mettre trop cher parce que les gens allaient pas venir. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est retrouvé en mode putain, mais on fait beaucoup de taf et on gagne pas grand chose. On taffe de ouf. Il y a pas mal de gens dans la salle, mais on n'a pas d'argent. Ils sont contents du taf qu'on fait en plus. Ça, c'est comme on l'a dit. En fait, je crois que de souvenirs, on a eu très très peu, voire pas du tout d'avis négatifs en mode ok, votre taf c'est de la merde ou j'aime pas ce que vous faites. Juste, on manquait de personnes et surtout de personnes qui nous rapportaient de l'argent. C'est toujours un peu ça. Après, c'est un business, c'est compliqué et on était jeunes. Encore une fois, tu vois, quand on a arrêté, on avait 22. Puis les premières 23. années ont été assez compliquées aussi, donc forcément, ça arrive tout de suite à une sorte de période où t'as du mal à te projeter, tu vois. Par rapport à la team Cosdoc, est-ce que toi t'as d'autres trucs à dire ou non, pas spécialement. En vrai, juste comme dit, là à l'heure actuelle, la team Cosdoc perdure toujours et le Roots, ceux qui le savent ou le savent pas, ça n'est plus. On n'a plus de local, donc voilà. En fait, c'est un peu la fin d'une histoire parce qu'au final, c'était 2 ans qui étaient quand même très très cool. Il y a quand même des bons souvenirs et ça on pourra revenir dessus dans les questions. Mais comme dit, il faut au bout d'un moment pouvoir survivre tout simplement. Mais à titre personnel, on peut pas se permettre d'investir genre toute notre vie, tout notre temps comme on l'a fait pendant 2 ans. Perdre des sous. En plus, c'était même pas ça. C'était ne pas en gagner. C'est perdre des sous. Et ça, c'est encore plus important. Tous les mois, perdre beaucoup d'argent. Et du coup, oui, pourquoi on a arrêté? En fait, il y a un moment où on s'était donné plus ou moins 6 ou 7 mois pour sortir un peu la tête de l'eau. Et le truc, c'était quoi? C'était si en fin 2023, on n'arrivait pas à plus ou moins être neutre, c'est ça, c'est même pas gagner des sous. Et pour ceux qui savent, quand on a une société, pour sortir un salaire, c'est encore des frais qui sont encore plus énormes. Donc là, on parlait même pas d'être... On en était très très loin du salaire. Et du coup, en fait, on arrive en fin juin 2023. Et en fait, notre propriétaire de la salle nous fait plus ou moins comprendre qu'il faut qu'on parte parce que... on dérangeait les voisins, etc., et ça s'est pas hyper bien passé non plus. C'était un peu de magouille à droite à gauche et en fait c'était la goutte d'eau parce qu'il a fallu qu'on parte, qu'on trouve un autre local, sauf que c'était compliqué niveau financier parce qu'on était dans le rouge et comme tu l'as dit, en fait c'est même pas qu'on gagnait pas d'argent, c'est que tous les mois on en perdait. Et ça c'est ouf parce que tu t'investis du temps et tu dis en fait si j'arrête tout, je vais gagner de l'argent, je vais gagner du temps. On travaillait comme des fous pour perdre de l'argent. Genre moi je me rappelle qu'à ce moment-là c'était une des pires périodes de ma vie parce que je devais travailler de ouf sur les coachings en ligne à côté pour gagner de l'argent
pour essayer d'en perdre moins. Ouais, c'est même pas genre, si tu travailles comme un malade pendant 60 heures par semaine, mais que tu gagnes, je sais pas, 5 000 € par mois et que ça te convient, c'est très bien. Mais là, je travaillais comme un ouf, j'avais aucune vie sociale, j'arrivais même plus à travailler bien. Même à t'entraîner, c'était une période qui était vraiment compliquée pour nous. Pour continuer à perdre de l'argent et pour survivre, entre guillemets. Et en fait, tous les efforts qu'on fournissait, on n'était pas gagnant, même sur le point de vue social, sur l'aspect, sur plein de choses. En fait, ça devenait vraiment, vraiment chiant. Il y a des moments où on devait faire des choix, comme on l'a dit, par exemple, pour les réservations. En fait, les gens se plaignaient qu'il y avait trop de monde, donc on a dû mettre en place des créneaux de réservation, et des personnes se plaignaient qu'elles pouvaient pas s'entraîner parce que les créneaux étaient pleins. En fait, tout ça, c'était une accumulation de choses où certaines personnes respectaient pas le matériel de la salle, nettoyaient pas leur bar, rangeaient pas leur poids, et en fait, on arrivait vraiment à un surplus de tout. Ouais, c'est ça. Surtout, pour donner un ordre d'idée, pour l'investissement qu'il y a eu au départ pour la salle, on a fait un investissement d'une certaine somme et on avait le double de cette somme. En fait, la moitié est partie pour la salle. La moitié de l'investissement, c'est ça. Il y avait l'investissement global. La moitié, c'est parti pour la salle. L'autre moitié, c'était de la réserve. Et en 2 ans, la réserve, elle a été cramée. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, le prix de la salle, en 2 ans, il a doublé. C'est comme si t'avais acheté 2 fois la salle, quoi. C'est ça. Et en fait, surtout que, au bout d'un moment, t'arrives sur un point où t'as plus d'argent t'as plus de réserve, t'as plus d'économie. Tu travailles comme un fou. Parce que t'as plus d'économie, mais il faut quand même que tu manges, il faut quand même que tu payes ton loyer. Moins de sous, et c'est ça qui est terrible. Et en fait, il faut perdre de moins en moins de sous. Et en fait, c'est juste pas vivable quand, en plus de ça, à côté de ça, t'es un athlète de haut niveau. Parce que moi, à côté de ça, j'étais déjà un athlète de haut niveau. J'avais déjà participé au championnat du monde. Et c'était un moment où je me suis blessé. J'arrivais plus à m'entraîner. Je performais moins. Et forcément, c'était lié, tu vois. Il y avait plus de stress. Et comme dit, c'était une phase qui, autant pour toi que pour moi, était vraiment pas facile. Clairement. Et en fait, on arrivait à un surplus où, en plus de ça, on va dire pour le seul côté où on le faisait, c'était le côté on développe la force, on fait plaisir aux gens, et quand en plus on se prenait des retours de bâton dans la gueule en mode ça c'est pas bien, on n'est pas content de ça, on a dit vous savez ouais, quoi, puis même tu vois, c'est chiant quand tu passes ta journée à la salle, littéralement tu passes 60 heures par semaine à la salle, te rendre disponible pour les gens et tout, et que les gens à côté de ça ils te respectent même pas en te disant à peine bonjour, en laissant les lieux complètement dégueulasses derrière eux et tout, tu vois, que ce soit les lieux, les vestiaires, les toilettes, trucs comme ça, ou même la salle, tu vois, avec de la magnésie, du talc partout, alors que le matériel, il coûte un bras, tu vois. En fait, au bout d'un moment, c'est relou, tout simplement. Moi, à ce moment-là, en fait, j'ai fait une sorte de burn-out, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en fait, j'ai pété un câble et quand on a changé de local, enfin, quand on s'est fait, entre guillemets, virer du local, moi, j'ai dit à Barnabé, ça, pour moi, c'est un signe. Moi, j'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc, j'ai dit, si toi, tu veux continuer, libre à toi, la société carrément je te la laisse, parce que il faut savoir que moi sur la société je suis gérant majoritaire. T'es actionnaire à 100%. En gros, moi j'avais pas investi d'argent au départ, c'était le deal qu'on avait convenu. Moi je vais taffer en gros 1 an pour toi quand tu seras à distance, et toi du coup tu vas faire tout ce qui est apport financier, et moi ça m'allait parce que j'avais pas d'argent à investir, je pouvais pas faire de prêt. En fait le but c'était que Barnabé il ait aucun argent à sortir, mais que du coup il savait qu'il allait pas avoir de salaire, mais au moins il savait qu'il allait pas perdre d'argent. Et du coup on s'était laissé 1 an comme ça de battement pour réussir à sortir un fameux salaire pour Barnabé. Moi sortir un salaire c'était pas c'était pas du tout dans le plan, tu vois. Et au final, pour l'anecdote, on n'a jamais sorti un salaire. Pas 1 euro. Pas un euro. Et ça du coup quand tu m'en as parlé, moi j'étais en mode moi aussi ça me gonfle de juste faire beaucoup d'efforts pour des personnes qui te le rendent pas, ou même au final il y a pas d'argent qui sort, et c'est quand même le nerf de la guerre. Et du coup on s'est dit t'arrêtes, j'arrête avec toi, et genre je te suis dans tous les cas, on a commencé ensemble, et si ça finit je me vois pas continuer sans toi non plus, donc go, on arrête. Puis à côté de ça, on avait quand même la chance on était obligé de développer autre chose parce qu'il fallait qu'on vive, fallait qu'on paye notre bouffe, fallait qu'on paye nos loyers. Et donc, en fait, on développait nos coachings en ligne à côté, chacun de notre côté. Moi, j'avais la chance que ça marche déjà relativement bien pour survivre à cause du Roots. C'est-à-dire que j'avais la chance de pouvoir avoir un salaire correct, mais qui partait à 100% dans payer le loyer de la salle du Roots, tu vois. Et toi, tu commences petit à petit à te sortir un petit peu d'argent aussi pour pouvoir subvenir à ta vie de manière générale. J'ai de la chance parce que là, j'ai encore mes parents qui sont derrière, et j'ai cette chance-là de pas avoir besoin de, par exemple, quand je t'ai fait aller faire un autre taf à côté, à l'intérim, ou ce genre de choses. Mais c'est pareil, c'est l'argent qui est perdu en soi, c'est juste après en soi ces 2 ans-là ils nous ont appris beaucoup de choses, genre maintenant à l'heure actuelle on est les personnes qu'on est parce qu'il y a eu ces 2 ans-là. Mais c'est sûr que si on regarde juste d'un point de vue temps, énergie, finance, c'était tout perdant quoi au final. Mais clairement. Ce qu'on a réussi à apprendre autant sur nous-mêmes que de manière générale, au niveau physique, au niveau mental, genre c'était vraiment une période très très compliquée.
Il y a eu quelques mois, je pense, Moi, c'était sur ouais, c'était dur. ouais, avril, mai, juin 2023, c'était très très galère. Hein, c'était vraiment pas c'était top. dur. En fait, on voyait tous les deux qu'on n'y arrivait plus et c'était le moment d'arrêter parce que surtout qu'en fait, si on continuait, en tout cas moi personnellement, si je continuais, j'allais devoir m'endetter pour continuer un truc qui fonctionne pas. Et en fait, c'était perdre des sous encore. En fait, ça faisait partie de la seule et unique chose pour laquelle j'ai décidé d'investir mon argent dans cette salle, c'est qu'en fait, je ne m'endette pas. Et si jamais ça marche pas, j'arrête avant d'atteindre le stade où je suis dans la merde parce que je me suis endetté, parce que j'ai dû emprunter de l'argent à quelqu'un ou à une banque pour pouvoir essayer de continuer à développer un truc. Et en fait, on est arrivé à ce moment-là, tout simplement. J'avais plus assez d'argent, j'ai dû revendre ma voiture, j'ai dû revendre ma moto, j'ai dû déménager pour prendre un logement moins cher. Genre vraiment, c'est simple. Si ça continuait, je pense que j'aurais dû juste limite serait venu habiter chez moi, genre vraiment. Ouais, un truc comme ça, tu vois, ou genre demander de l'argent à ma mère que ma mère n'a pas forcément, tu vois. Enfin, et en fait, c'était hors de question. Du coup, moi, j'ai préféré arrêter avant que les dégâts soient trop plutôt compliqués. Que de se dire non, on va se rattraper, et en plus on de va ça, réussir. Malgré tout, là, on est le 4 juin 2024. Et c'est pas encore terminé. Ouais, on a encore des choses à régler. On est encore en train de payer des trucs qu'on avait pris, du retard qu'on avait pris sur des factures qu'on est encore en train de régler alors que ça va faire bientôt quasiment un an. Même théoriquement jusqu'à 2020, c'était quoi 2021 jusqu'à novembre 2026. On a encore théoriquement des trucs à payer. Ouais. C'est lunaire, hein, vraiment. Et après, ça c'est pareil, c'est des erreurs qu'on a fait parce que on était jeunes, qu'on savait pas. Et c'est les choses qu'on a appris. Maintenant, on refera plus les erreurs. Ouais. Mais c'est vrai que on a encore une balle dans le pied, quoi. Typiquement, le loyer de la salle, c'était une somme assez conséquente. Et on a quitté le local en juillet 2023. J'ai payé le local jusqu'en novembre 2023. Donc pendant quasiment 6 mois, tous les mois, je payais plus de 1500 euros pour un local. Pour rien. Qui était habité par un autre gars. Clairement. Et en plus, on parle de 1500 balles. Genre, c'est plus que le salaire de certaines personnes. C'est plus que le SMIC, tout simplement. Ça. Et moi, 1500 balles, c'est pas 10% de mon salaire, hein. C'est beaucoup. C'est trop. Et en fait, voilà, c'était trop galère. Et même encore maintenant, parce que on avait aussi un stagiaire à un moment, SO à notre bon vieux Guillaume qui a travaillé avec nous pendant cette dernière année, dans la même galère que nous et qui nous a et en fait bien c'est aidé ça pareil. Il y a des mois où on pouvait pas le payer malheureusement et il a été trop cool avec nous parce que déjà on l'a tenu au courant. On lui a dit, lui, il voulait absolument venir travailler avec nous pendant son apprentissage. Ouais, il voulait on lui a dit, mon gars, c'est une année où on va peut-être fermer. Et il a dit, vas-y, pas de soucis, je vous suis et tout. Et donc, on a pris beaucoup de retard sur ces trucs-là. Et même psychologiquement, tu vois, quand t'as un mec que tu dois payer parce que tu lui dois cet argent-là, parce qu'il a travaillé pour toi, mais que t'as même pas cet argent-là, en fait, psychologiquement, tu te sens comme une merde. Tu vois, moi, j'étais en mode, il y a un gars là qui vit pas loin de chez moi, qui attend que je le paye, et ça se trouve à cause de moi, il peut pas sortir le week-end avec ses potes. Peut-être que il met ses parents dans la merde à cause de moi. Et donc ça, en fait, c'était la goutte d'eau, tu vois, c'était vraiment trop. Et je pense que c'était vraiment le burn-out. Je sais pas si comme dit c'était vraiment burn-out, mais c'était une surcharge mentale où on arrivait vraiment mi-2021, mi-2023, on était en mode. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à faire ça? Et au final, on s'est posé, on a réfléchi, on a dit non. Mais en fait, on s'est dit qu'on pouvait travailler 2 fois moins et gagner 2 fois plus d'argent. Perdre moins. Ouais. Et du coup, oui, gagner plus. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, qui ne ferait pas ça? C'est vraiment, en fait, tu travailles 2 fois moins et tu gagnes 2 fois plus parce que du coup, tu dépenses 2 fois moins d'argent. Moins de frais. Et en fait, on s'est regardé, mais oui, évidemment, on va pas continuer ça. En fait, là, le choix qui a été vraiment con, c'est se dire, ah non, tranquille, on va rattraper, on va non, il y a un moment, faut être réaliste et juste, je pense que ça a été le bon choix. C'était pas le choix le plus facile en vrai, clairement. Parce que, comme dit, le route, c'est littéralement une partie de notre histoire, c'est 2 ans qu'on a kiffé. Ouais. Genre, perso, moi, après, j'ai vu, il y a quelques questions qui parlent de ça, donc on pourra revenir dessus. Ouais. Mais moi, c'est 2 ans que j'ai kiffé, malgré la fatigue et tout, c'est que des bons souvenirs et, comme dit, ça fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Ouais, déjà, le simple fait que c'est ça qui a amorcé le fait qu'on soit dans le sud, que maintenant, il y ait une grande partie des gens avec qui on traîne et qu'on apprécie qu'ils soient dans le sud aussi. Ouais. En fait, ça a découlé beaucoup de choses. Je pense qu'on se rend pas forcément compte de l'impact que ça a eu, juste le fait de, toi, t'arrives à Nancy, moi, je vais pas à Strasbourg, et cette rencontre-là, genre, tout ce que ça a fait 5-6 ans plus tard. Et ça se trouve, dans 10 ans, ce sera encore pire, on refera un podcast dans 10 ans. C'était très cool, mais il était temps d'arrêter pour passer à autre chose.
Et du coup, sur ces années-là, donc voilà, 2021, 2023, il s'est passé beaucoup de choses. On a connu, entre guillemets, le top et l'extase de commencer sa vie professionnelle et le flop total de rater cette vie professionnelle-là en question et d'être au plus bas. On a une petite note concernant les tatouages, si jamais tu veux en parler, parce que c'est aussi quelque chose qui s'est passé. Bah, en fait, pour moi, ça reflète un peu, ce qu'on est, parce que genre, en fait, on est plein de choses. Genre, on est amis. On est associés, on a été coach athlète, et à côté de ça, on en discutait un peu en off avant, j'étais un peu ton cobaye, que ça soit au niveau coaching ou même du coup au niveau tatouage. Toi, faut savoir que t'es tatoué depuis un moment. Moi je suis tatoué depuis mes 16 ans, en même temps que j'ai commencé en fait tout a commencé. En même temps que j'ai commencé la salle, enfin en fait en France l'âge légal pour se faire tatouer avec l'accord de ses parents, évidemment, c'est 16 ans. Sinon c'est 18 ans sans l'accord de tes parents, et donc moi à 16 ans j'ai eu la chance d'avoir l'accord de mes parents pour me faire tatouer, et donc en fait je suis fan de tatouage depuis franchement que j'ai genre peut-être 14 piges. C'est une dinguerie. Que t'as toujours kiffé. Un truc que j'ai toujours kiffé. Petite anecdote, j'en parle j'ai fait un épisode de podcast, et il y en aura un autre. Peut-être il y en aura un autre, je sais pas, si jamais allez écouter, ça s'appelle Tattoo Talk, et où je parle un petit peu de tatouage. J'ai fait qu'un épisode. Et justement, on revient un peu là-dessus. Et je reviens là-dessus. Et en fait, moi, quand j'étais petit, avec mon cousin, on avait genre peut-être 10-12 ans, et avec des stabilos, on se dessinait sur les bras et tout, et je me recouvrais le bras de ça, et j'allais voir ma mère en mode, regarde, j'ai des tatouages. J'ai du flow, là, tu veux dire, je serais stylé, putain. Et du coup, j'ai toujours voulu me faire tatouer. Bref, du coup, à 16 ans, j'étais déjà tatoué. Et moi, faut savoir que je suis pas du tout tatoué. De base, c'était pas un truc qui me chauffait spécialement. Et mon tout premier tatouage, du coup, pour l'anecdote, toi, t'étais présent. C'était OC, du coup, SO Shorty, qui me l'a fait après une compétition de justement. Toi, tu t'es fait tatouer, je me suis fait tatouer. Et justement, ce premier tatouage, il représente le logo de la team Costock, donc quelque chose qui, littéralement, est gravé dans ma peau. Maintenant, tout ce qu'il y a autour, que ça soit Montpellier, le Roots, la Force, etc. Et du coup, le premier tatouage que toi t'as fait à quelqu'un, qui est pas toi-même, c'était moi aussi. Parce que du coup, il faut savoir aussi que je tatoue. Je me tatoue tout seul, et je tatoue aussi des proches à moi. Je tatoue quelques personnes comme ça, pour des projets perso, des trucs un peu gaulerie. Et en fait, quand j'ai commencé à vouloir à me tatouer moi-même, en fait, forcément, j'étais chaud d'essayer de tatouer d'autres personnes. Toi, t'étais chaud pour que je te tatoue aussi, parce que c'est rigolo, c'est assez en fait, excitant, c'est super symbolique, le fait que je me sens, c'était le jour de ton anniv, et j'étais en mode. C'était le jour de mon anniv, je lui ai dit, vas-y, je t'offre un bout de ma cheville, et on se fait tatouer un petit masque de menace Santana. C'est ouf. Et en plus, il est vraiment cool. Il est très propre. Et de base, on s'était dit, vas-y, je te laisse toute, genre ma cheville et ma jambe à gauche, parce que vas-y, c'est un côté qui se voit pas trop et tout. Maintenant, tu m'as vraiment tatoué les bras, l'avant-bras, l'épaule. Et genre, c'est cool aussi, parce que toi, ça te faisait plaisir. Ça fait partie de notre évolution aussi, parce qu'il y a notre évolution en tant que coach, etc., mais aussi notre évolution en tant que personne. Et le tatouage, ça représente une personne pour moi, tu vois. Et donc voilà, on a évolué aussi grâce à ça, parce que toi maintenant tu commences à être pas mal tatoué, moi aussi. Et donc ça fait aussi partie c'est même des étapes, et je trouve que c'est une grosse marque de confiance, en mode ce que tu me fais là, je l'aurai littéralement toute ma vie, genre sauf si je m'arrache la cheville, j'espère vraiment pas, mais c'était en mode vas-y, je te fais confiance et je te donne ma peau. Je trouve ça très symbolique en soi, le tatouage en lui-même, genre qu'importe ce que ça aurait été, je m'en fous un peu, mais c'est le côté de ok, c'est toi qui me l'as fait, c'est le premier, c'est en fait il y a tout ce contexte là qui, encore une fois, genre ça fait longtemps qu'on se connaît, et genre il y a plein de trucs qu'on a vécu ensemble, et c'est trop cool au final. C'est assez simple. Que ça soit des réussites ou des échecs, genre les tatouages. Il y a des belles réussites, il y a des échecs un peu plus. Mais non, c'est vraiment cool. Et là, du coup, c'était pour aborder genre la fin de toute cette période 2021-2023, qui était cool, puis un peu moins. De ouf. Et maintenant 2024 est en cours, et pour l'instant, en tout cas pour ma part, ça se passe plutôt bien. Et toi, je crois que ça se passe plutôt bien aussi. Franchement, ouais. En fait, depuis que tout a changé un peu, on avance dans le bon sens et on revoit un peu la lumière au bout du tunnel. Je pense autant de ton côté que du mien. Et du coup, maintenant, pour ceux qui savent, on coach tous les deux à distance. On n'est pas du tout ensemble au niveau du coaching. Toi, tu bosses du coup pour Corentin, donc SBD Forever Coaching, qui a bien évolué. Moi, je bosse avec Coco, Loïc et Damien et SBD Forever Coaching. Et du coup, tu fais partie des athlètes SBD Forever Coaching. C'est ça qui est drôle. Tout est. Fait, on est encore liés, parce que du coup, moi, j'ai coaché Barnabé en muscu, mais je l'ai aussi coaché pendant longtemps en force. Tu m'as coaché 1 an en force, et c'était justement après la compétition où je me suis fait tatouer là. Je t'avais dit, vas-y, c'est les vacances, je sais que t'as de plus en plus d'athlètes, je veux pas te prendre la tête, parce que tu me faisais pas payer à l'époque. En plus, tu me coachais gratuitement.
tu travaillais 60 heures par semaine pour moi, Oui. pour moi, avec moi, entre guillemets, mais c'est toi qui faisais les Oui, heures bien pendant sûr. que moi j'étais à la fac et tout. Et donc, je te devais au moins de ne pas te payer le coaching, tu vois. Passe-moi 100 balles en plus par mois, tu vois, Mais- alors que... Et du coup, maintenant, à l'heure actuelle, donc c'est Damien qui me coach, qui bosse aussi pour SBD Forever Ouais. Coaching. Damien, ça fait d'ailleurs un peu plus d'un an. Ouais, je crois, Mm. un peu plus d'un an. Et bah, du coup, on est toujours liés Voilà, là-dessus. tu fais toujours partie de la team, mais voilà, moi maintenant je coach pour une entreprise de coaching qu'on développe avec nos coachs et tout, et ça se passe très moi, très j'ai bien. monté mon truc à côté aussi, donc Kaizen Coaching. Et c'est pareil, du coup, Que j'ai t'as plus en monté plus de A à Z, Ouais, et ça c'est hyper stylé parce que du coup, moi SBD Forever Coaching, en fait, SBD Forever Coaching, ça vient de Corentin qui était mon coach. Moi, en même temps que je coachais, lui, il voulait développer un petit peu son Ah, c'est vrai activité. que t'étais le premier aussi. C'est ça. Et du coup, à en fait, développer ça. on a décidé de créer SBD Forever Coaching, entre guillemets, ensemble, même si c'est Corentin qui gère grandement cette partie-là parce que ça porte déjà son Son naming, pseudo, tout entre simplement, guillemets, ouais. tu vois. Et en gros, on travaille ensemble, etc., mais c'est pas moi qui a créé mon entreprise de coaching. Alors que toi, t'as créé le nom, t'as créé la DA, t'as commencé en justement, c'est partant de drôle zéro. aussi parce que bah justement la personne qui m'a aidé à créer ça, c'est Clara. Ouais. Et genre du coup en fait tout est toujours Ouais, lié tout le non, temps. bah en fait, on travaille encore ensemble malgré le fait qu'on travaille plus ensemble, tu vois, et ça reste quand même assez Sachant stylé. qu'on s'entraîne tout le temps dans la même salle, je veux dire tes athlètes, je les côtoie, tu côtoies mes athlètes, il y a toujours des Ouais. discussions et puis bah comme dit, on est toujours très proches, on se voit hors de la salle, etc. Mhm. Donc en fait maintenant ça donne quoi? C'est bah comme dit on a chacun notre truc de notre côté. Pour autant on se voit encore super souvent, bah, littéralement tous les jours. Ouais, de fou. Et je trouve que c'était Et cool. ça marche plutôt bien Ouais. pour nous, tu vois, parce que toi c'est cool, t'as réussi à développer ton truc de ton côté, ça marche de mieux en mieux. Moi aussi, ça marche plutôt bien de mon côté. Je suis assez content et ça nous a laissé en fait, le fait de plus avoir le route, ça nous a laissé beaucoup de place pour tous les autres trucs à côté. Mm. Donc moi, sur mon plan perso, par rapport à ma carrière sportive, ça va beaucoup mieux. Bizarrement, j'ai un petit peu moins de douleur. Bizarrement, j'arrive à mieux m'entraîner. J'ai plus le temps. Je suis T'as moins moins de stressé. stress de manière Et générale. même dans mon travail en tant que coach, je suis beaucoup plus performant parce que j'ai beaucoup plus de temps, en fait, tout simplement. Et toi, en fait, le fait d'arrêter d'avoir la gestion du route, parce qu'en fait à la fin faut savoir que moi les derniers mois le route je pétais un câble, je voulais plus entendre parler, et Barnabé il a vraiment carry le route quasiment pendant 2 ans en fait, Tenais le bateau sur la fin que parce ce que soit, je savais que toi ça allait pas bien et genre, en je fait le moi il y voyais a vraiment. même un moment j'ai dit écoute moi en fait la compta on n'y arrivait pas, on faisait n'importe quoi, notre comptable c'était la pire comptable du monde la tête de WAM c'est la pire comptable du monde, et moi j'ai dit à Barnabé à un moment écoute-moi bien, je ne fais plus de compta, je m'en bats les couilles, si tu veux pas le faire ne le fais pas, et tant pis, on va tout arrêter et ça me saoule. Et Barnabé il était en mode vas-y je m'occupe de la compta et toi tu t'occuperas Parce d'autres que choses, tu vois. faut savoir, Charlie, il déteste l'administratif. Mais genre, Ah quand ouais. je dis déteste, c'est genre vraiment un gros point. Et je savais que toi, à cette période-là, t'étais vraiment pas bien. Et j'étais en Ouais, mode, c'était compliqué. je peux pas moi non plus tout lâcher parce que sinon, juste ça va être encore pire. Mm. Et du coup, En fait moi j'étais prêt à fermer. Moi je me suis dit en fait Barnabé je te force à rien. Mais moi je veux arrêter, tu vois. Je veux toujours être présent pour faire les ouvertures, je veux bien m'occuper des trucs, mais tu vois, à la fin, c'est toi qui t'occupais de toutes les progs, si je dis pas de bêtises, c'est toi qui prenais tous les athlètes. j'avais beaucoup d'athlètes parce que toi, t'avais de plus en plus d'athlètes. Moi, à titre perso, moi j'étais full niveau athlète à titre perso, je pouvais pas m'occuper d'athlètes par rapport aux routes. Et puis donc vu que t'étais en présentiel, il y avait plus ce truc où toi tu gères la distance, Ouais, moi je gère la présence, quoi. Mais et donc ouais, t'as carry la salle pendant un moment et toi au bout d'un moment t'en avais marre aussi, je peux comprendre, et donc c'était galère, et du coup le fait de plus avoir ça t'a permis de développer ton coaching. et d'avoir du temps aussi. Ouais, c'est ça en fait. T'as plus de temps pour toi, pour ta vie perso. Tu peux voyager un peu plus parce qu'avant tu pouvais pas voyager. Moi, pareil, je peux aussi voyager un peu plus. On a plus de temps, on peut développer des trucs à côté. Donc moi, j'ai développé le tatouage, j'ai appris à faire du tatouage. Il y a aussi d'autres projets annexes que j'essaie de développer par rapport à des business, etc., etc. Toi, t'as développé ton coaching, t'as créé un truc de A à Z Il y a le podcast, en fait. qui marche bien, t'as ton podcast il y a et plein tout. de Genre, choses. tout est très carré, tu vois. Donc voilà, 2024, c'est une nouvelle étape, mais on reste quand même de près ou de loin on reste là on l'un reste pour liés. l'autre. Et typiquement même pour le podcast, tu nous l'as dit tout à l'heure en off, mais c'est vrai que moi je t'ai conseillé très tôt de faire un podcast parce que je savais que c'était un format sur lequel t'allais pouvoir t'épanouir et tout. T'as décidé de le faire, et en plus t'es rigoureux sur ça, c'est trop cool parce que moi aussi j'ai voulu faire un podcast sur le tatouage et je le suis pas du tout rigoureux parce que je priorise quand même le coaching. Bien sûr, le podcast te fait pas vivre. J'ai du mal à m'éparpiller partout, tu vois. Quand je suis concentré sur un truc, je le fais à fond, tu vois. Et actuellement, je suis concentré à 1000% sur ma carrière d'athlète.
Et c'est ce qui renvoie surtout, tu vois, ta carrière va refléter sur ton coaching aussi, sur ta visibilité. Donc après, c'est normal d'avoir des phases. Tu vois, t'as eu des phases où t'étais très tatouage justement quand l'entraînement et tout ça allait pas trop, t'avais besoin d'aller sur ce côté-là. Et ouais, au début, c'est toi qui m'as lancé sur le podcast en mode ça serait cool. Et cette idée, elle a émergé il y a peut-être 1 an et demi. J'ai mis du temps avant de me lancer. Ouais, mais parce que t'avais pas le temps, peut-être pas forcément l'envie. En fait, quand t'es en train de faire quelque chose, une activité qui se passe pas bien, que t'as la tête sous l'eau, va développer d'autres trucs à côté, c'est galère, tu vois. T'as pas envie. Et donc là, c'était une liberté totale, tu vois. Moi, ça faisait longtemps que je voulais avoir un animal de compagnie, mais le fait de plus avoir le roots fait que j'ai pu adopter un chien, tu vois. Et c'est de la frappe parce que maintenant, mon chien, il est là à la salle avec nous et on kiffe et j'ai le temps d'aller le sortir, j'ai le temps de m'occuper de lui, j'ai le temps d'aller marcher. Genre avant, je marchais pas. Avant, je faisais. En fait, t'as plus la tête à juste les problèmes d'avant, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est ça. Et maintenant, j'ai le temps dans ma journée d'aller marcher 1h30 où je peux rien faire d'autre que marcher avec mon chien, tu vois. C'est trop cool. Et en fait, on souffle. Genre vraiment, je pense que le plus gros truc, c'est certes au niveau physique, on a beaucoup moins de fatigue, mais en fait, la charge mentale qu'on s'est enlevée juste en disant, ok, c'est ciao. Juste, quand on a prononcé ces mots, on était en mode, c'est beaucoup plus productif sur les autres aspects. Je sais que moi, sur le coaching, à un moment, en fait, ce que je faisais, c'est que vu qu'il fallait que je paye entre guillemets tout ce que je devais payer, j'acceptais de plus en plus d'athlètes en coaching, sauf qu'au bout d'un moment tu peux pas travailler H24. Du coup j'arrivais plus à assurer mes services de coaching en ligne, j'arrivais plus à assurer le route, donc en fait tous mes business commençaient à battre un peu de l'aile. En fait je travaillais quand même avec SBD Forever Coaching, tu vois, donc de ce point-là ça fonctionnait quand même bien, sauf que j'arrivais de moins en moins à être un bon coach pour mes athlètes. Je prenais du retour sur mes du retard sur mes retours. Je faisais pas mes blocs à temps. J'avais du mal à suivre tout ça, tu vois. Et en fait, c'est pareil. Il y a un moment où j'ai des athlètes qui m'ont dit clairement, là, Charlie, on sent qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Tu mets un peu de temps à répondre et tout. Et je me suis dit, là, ça va pas. Il faut que je stoppe un truc. En fait, c'est soit je prends moins d'athlètes en coaching en ligne et je me remets à fond dans le route, soit j'arrête le route et je me mets à fond dans mon coaching en ligne. Et j'avais aucunement envie de me mettre à fond dans la salle de sport, donc j'ai dit j'arrête la salle de sport et comme ça je pourrais faire un travail de qualité pour mes athlètes et en plus de ça développer ce coaching en ligne là. Donc maintenant avec SBD Forever Coaching, on fait du contenu sur les réseaux, on fait des podcasts, des séminaires, on fait des séminaires, on est présent sur les compétitions, il y a plein de trucs, c'est trop. On va en compétition ensuite des athlètes jusqu'en Suisse, on va au championnat de France à droite à gauche et avant ça aurait pas été le cas parce que il aurait fallu tenir la salle, tu vois. Et donc, surtout, genre, à l'époque, il y a peu de gens qui savaient réellement ce qui se passait, genre, aux routes. Genre, le fait que ça se passait pas bien, il y a quelques personnes très proches qui le savaient. Et genre, juste, nous, on n'en parlait pas. Et là, c'est peut-être la première fois où toi, t'en as parlé un peu dans le podcast avec Loïc, mais c'est la première fois où on en parle ouvertement de ce qui s'est passé, pourquoi on a arrêté, etc. Et pour que certaines personnes comprennent aussi tout ce qu'il y a derrière et qu'on n'a pas arrêté juste en mode, ça nous fait chier de travailler, on est des branleurs. Il y avait beaucoup de choses derrière. Je me rappelle, il y a des gens qui pensaient que j'étais plein aux as parce qu'en fait j'avais une belle voiture à un moment, j'avais une Audi A3 en vrai qui m'avait coûté un petit peu d'argent et c'était une belle voiture, tu vois. Et en fait c'est un des cadeaux que je me suis fait aussi avec l'argent que j'avais, c'est qu'en fait j'ai investi mon argent dans une voiture relativement cool que j'ai dû revendre du coup parce qu'en fait j'avais plus d'argent, mais en fait les gens ils voyaient que genre je suis propriétaire d'une salle de sport, dans cette salle de sport il y a quand même des gens, tu vois, parce que il y a du monde, on doit faire des créneaux, j'ai une belle voiture, machin et tout, tu vois. Et alors qu'en fait, j'étais au bout de ma vie, j'avais pas d'argent. À un moment, là, on rentre dans les détails, mais j'ai vécu en colocation avec Corentin, donc SBD Forever pendant 8 mois. Pendant ces 8 mois-là, j'ai pas pu payer le loyer parce que j'avais pas d'argent. Et du coup, ce que j'ai fait au bout de 8 mois, c'est que j'ai vendu ma voiture pour payer tous mes loyers. Donc en fait, c'est Corentin qui m'a quasiment hébergé pendant 8 mois. Et au bout de ces 8 mois-là, en fait, j'étais en mode, qu'est-ce qui se passe ? Genre, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vendu ma voiture pour payer mon loyer. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dit, c'est mort. J'arrête tout parce que là, c'est-à-dire si Corentin, il était pas là, clairement, en fait, je fais quoi ? Je dormirais dans la salle. J'aurais été à la rue, tu vois. Et heureusement que j'avais des amis, un entourage hyper solide. Ma mère, elle a toujours aussi été là pour moi quand financièrement ça allait pas. Toi, tu travaillais comme un fou pour pas un. Et typiquement, Coco, il m'a plus ou moins hébergé pendant 8 mois, tu vois. Donc, s'il a fait ça, c'est parce qu'il savait aussi qu'à un moment ou un autre, j'allais payer le loyer, tu vois. Il est pas bête. Mais voilà, tu vois, mentalement, mais rien c'est galère de se dire que genre... Il a été
incroyable. C'est galère, aussi, c'est-à-dire ce que coup-là, genre quoi. tu vis dans un endroit. En plus c'était une maison où il y avait une piscine creusée, genre c'était une belle maison, tu vois. Donc ça plus la voiture plus le roux, ces gens pensaient que j'étais blindé. Mais là, c'est toujours la Et différence c'était un pas le peu cas. sur les réseaux. C'est pareil, tu vois, quand on était vraiment pas bien, il y a personne qui le savait, à part les personnes, encore une Ouais. fois, très proches. Genre, même nous, littéralement, on savait pas l'un pour l'autre, des fois, parce que, on dit pas grand chose et on n'a pas forcément envie que les autres, ils s'inquiètent non plus. Mais du coup, ouais, c'était une période compliquée. Les gens pensaient que ça allait. Et au final, ça allait Ça pas. allait pas du tout. Et là, c'est, ouais, comme dit, peut-être la première fois, on parle vraiment de ça, de tout ce Moi qu'il y a j'ai eu. pas de tabou, je m'en fiche de parler de ce qui allait pas ou quoi. C'est important, en vrai, de revenir dessus, de savoir Mais ouais, en fait, pourquoi pour est-ce que les que ça gens allait pas sachent un aussi. petit peu, je sais pas, t'as combien d'écouteurs d'écouteurs Wow, vraiment, T'as combien deux paires d'AirPods. T'as combien d'auditeurs pour le podcast Allez, je pense sur celui-là, je vais tabler 70. Stylé. On Voilà. verra, ça se trouve 70 donc 40 qu'on Je connaît. vais partager en story, donc peut-être il y en aura un petit peu plus. Mais ouais, en vrai, c'est important aussi de remettre les choses dans leur contexte et de dire que ouais, c'est juste pas on avait plus envie de travailler, c'est on était obligé de faire ce choix-là parce qu'en fait sinon ça aurait été encore pire et Ouais. ça se trouve on aurait fini vraiment dans la merde quoi. Donc en vrai, on a quand même retracé pas mal de choses là, tu vois, Ouais. 6 ans qui sont passés assez vite. De fou. Et là, il y a une grosse partie du coup Q&A. Ça va être cool parce qu'il y a Vas-y. pas mal de questions. Ouais, ça va nous permettre de rebondir sur des trucs. La première, Hubert qui nous demande ce que ça nous a apporté le power et qui nous sert dans la vie de tous les jours. Donc je te laisse répondre en premier. Qu'est-ce que m'a apporté le power? Ouah, franchement, pour être honnête, le power, ça peut paraître bateau, mais ça m'a un peu sauvé la vie en vrai parce que avant de faire du power, comme je disais, très fêtard, je buvais énormément d'alcool. En fait, dès que je Une sortais hygiène de vie infâme. hein, une on va hygiène pas de vie cacher. infâme, je mangeais n'importe quoi, je buvais beaucoup d'alcool parce que j'allais souvent en soirée et en soirée avec Barnabé on buvait énormément et moi quand je buvais c'était pas je buvais un verre, c'est je buvais jusqu'à être complètement cuit. Faut aussi savoir que sur la période de fac, j'ai vécu des trucs perso pas ouf qui m'ont mis dans des places mentales pas ouf. Psychologiquement j'allais pas bien et j'ai même eu des moments où j'ai bu genre tout seul, genre en mode je buvais de l'alcool tout seul et tout, et le fait de faire de la force athlétique en fait, je sais pas si vous avez déjà essayé de vous entraîner en étant bourré ou alors en ayant une gueule de bois, C'est pas ouf. c'est vraiment pas ouf. Et en fait le fait de faire de la force athlétique m'a forcé à devoir arrêter de boire si je voulais faire des bons entraînements. Et en fait, j'ai tellement aimé ce sport rapidement que faire des bons entraînements était a très rapidement été la priorité numéro 1. Du coup, pour ça, j'ai dû arrêter de boire. Parfois, je pouvais continuer à sortir, mais j'arrivais à sortir sans boire de l'alcool parce que avant, pour moi, m'amuser voulait dire boire de l'alcool, ou alors pour moi, être triste voulait dire peut-être pouvoir boire de l'alcool. C'est une dinguerie ce que je dis. Hein. J'étais pas un alcoolique. Et mais le pire, c'est qu'on était jeunes, parce que je suis aussi Et on passé était par des jeunes, on phases un avait peu comme ça, 18 piges. moins, mais ouais. on avait 17, 18 piges, 19 piges. Et ça te force, en fait, le power, et donc, avoir une rigueur voilà. en mode, C'est ça. je dois être carré là-dessus, quoi. Pareil sur les entraînements, quand on fait des entraînements en body, moi ça m'arrivait de skip des séances, on n'allait pas à la salle parce que on allait en soirée ou l'inverse, revenait ou alors à on n'allait l'entourage. pas en soirée parce qu'on voulait aller à la salle et on allait à la salle en ayant bu un coup, Ouais, des trucs comme ça, tu vois. c'était nimp. Et en fait, grosse rigueur, grosse hygiène de vie, mieux manger, mieux dormir, arrêter de boire, arrêter Prendre de soin sortir de soi, tout le en fait, temps, de manière prendre soin de soi. Sur l'aspect financier, moi ça m'a apporté beaucoup parce que c'est mon métier grâce à ça. Maintenant je suis coach en ligne de force athlétique. Sur l'aspect physique, je me suis développé grâce à la force parce que j'ai jamais eu un aussi bon physique que depuis que je fais du power, parce qu'avant de faire du power, j'ai fait 4 ans de body, Et t'as dont fait des prépas, j'ai fait une prépa body où j'ai fait une compétition en bodybuilding. En 6 mois de power, j'ai eu un meilleur physique qu'en 4 ans de muscu, tu vois. Donc ça m'a apporté une situation financière, un épanouissement sur le plan physique, une meilleure hygiène de vie, des rencontres qui m'ont poussé vers le haut parce que en fait en rencontrant des athlètes de force athlétique qui eux dédiaient aussi leur vie à ça m'a permis de voir que j'avais envie de faire ça aussi. Donc ouais, des amis, une bonne santé, une bonne physique. santé, de l'argent, enfin de quoi me nourrir et tout. Voilà, donc littéralement j'ai l'impression que ça m'a sauvé. Et surtout qu'en plus au moment où financièrement ça allait pas, c'était mes coachings qui me permettaient de payer le loyer de la salle et mon c'est loyer, ce qui tu maintenait vois. un peu le bateau à flot, Donc quoi. clairement pour moi en tout cas c'est ça. Je pense en vrai c'est un peu pareil pour moi, j'aimerais bien dire tout, mais je pense que le sport dans la vie générale m'a un peu tout apporté, mais Ouais. en fait moi je mettrais un gros plus au niveau des rencontres, genre que ça soit toi, même si on s'est connus un peu avant, mais ça a quand même beaucoup renforcé le power, les gens à la salle, l'entourage qu'on a maintenant. Je pense que le 3/4 de mon entourage proche se situe dans le power ou est lié grâce à ça. Après évidemment Et on s'élève vers le haut les uns les autres, tu Ouais, vois, ça, et c'est ça trop qui est cool. trop bien. L'environnement de travail qu'on a ici dans le sud, genre tout le monde se connaît, tout le monde se pousse vers le haut, et en fait on n'est plus obligé d'avoir des gens
qu'on veut pas avoir, en fait, Ouais. qu'on aurait pu avoir au Roots. Alors que dans un taf, enfin, si tu travailles dans un taf de bureau, bah tes collègues tu les choisis pas, tu vois. Ou alors si tu t'entraînes dans une salle de sport classique, bah les adhérents avec qui tu vas t'entraîner, tu les choisis pas. Et nous ici, on peut tout choisir entre guillemets parce que la salle dans laquelle on s'entraîne actuellement, la zone, c'est une salle qui appartient à la société SBD Forever Coaching, donc c'est Coco qui gère ça. Et donc c'est une salle privée. Donc en fait, les gens qui s'entraînent dans cette salle, c'est des gens avec qui on choisit affinité, tout simplement, ouais. plus ou moins de s'entraîner, et donc c'est trop bien. Et ouais, je pense que pareil, même au niveau physique, même si je suis toujours pas satisfait, genre il y a pas à mentir le fait que depuis que je fais du power, j'ai explosé, tu vois. Genre tu compares le mois avant, c'est pareil au niveau de la rigueur d'entraînement. En fait, il y a plein de trucs, genre même une éthique de travail, savoir en fait, il y a plein de choses. Ça serait limite trop long, mais pour résumer, le power ça m'a tout apporté. Faire un podcast en vrai. Hein. Ouais, limite, genre qu'est-ce que le power t'a apporté, question. Ouais. Après il y a Xav qui nous demande est-ce qu'on a un futur projet en coopération. On a toujours la team Costock en vrai. La team Costock, bah toi t'es le président, moi je suis secrétaire général. Donc le second en soi. Et en fait on aimerait bien, on a toujours voulu organiser des compétitions avec ce club-là. L'Open Costock. On aimerait bien faire un Open Costock du Sud ou quoi. Et en fait à cause du route on pouvait pas parce que trop de taf, financièrement encore une fois. Ça demande d'un investissement. Et là de plus en plus, moi en tout cas ça me donne envie d'organiser des compétitions parce que on est souvent présent pour les compétitions de la team Costock, que ce soit en région parisienne ou le Salon Torqueur Meet par exemple, qui est une compétition organisée par Salon Torqueur, et on est assez proche des gérants de la marque, et donc du coup en tout cas moi personnellement ça m'est arrivé d'aider à organiser, etc., passer juste un coup de main, tu vois, et en fait c'est trop stylé. Et en fait, c'est encore une fois, ça développe la force, ça permet à des athlètes de faire des compétitions. Plus il y a de compétitions, plus il y a d'athlètes qui peuvent s'y mettre. Et c'est trop cool. Et du coup, je pense que c'est le gros projet qu'on aura en collaboration. Je pense que c'est le truc qu'on a encore, sur lequel on est encore lié, entre guillemets, à 100%, parce qu'au niveau du route, c'est plus le cas. Au niveau du coaching, c'est plus le cas. Comme on l'a dit, chacun a notre truc, pas autant pas, on va dire pas négativement, mais juste chacun a fait son chemin. Mais ouais, la Costock, c'est encore ce qui est. Je dirais, sur le plan sportif, pareil, on peut avoir des projets parce qu'on a tous les deux envie d'évoluer sur le point de vue sportif. Et c'est aussi un projet. Moi, je veux que ma carrière elle ait ce truc-là. Et si j'ai besoin d'un truc, je sais que si je veux demander un truc à Barnabé, il pourra m'aider, etc., tu vois. Et donc, c'est sur ça. En gros projet, ça serait organiser un événement avec la team Costock, une vraie compétition officielle. Parce que du coup, pour ceux qui savent pas, on a déjà fait des meets au Roots. On pourra revenir d'ailleurs rapidement dessus. Selon vous, 3 points clés qui font un bon coach en force. Toi, tu donnerais quoi si tu devais donner 3 mots clés, 3 qualités? Moi, je dirais 3 qualités qui fait un bon coach. Je dirais être à l'écoute, être attentif plus qu'à l'écoute, parce que il y a être attentif à ton athlète, être attentif à ce qui se passe à l'extérieur, être attentif à l'environnement de ton athlète, être attentif aux signaux que t'envoie ton athlète, pas forcément à ce qu'il te dit, mais à ce qu'il peut te montrer. Donc ça, pour moi, être attentif et pouvoir remarquer quand les choses vont et quand les choses vont pas, c'est hyper important. Savoir se remettre en question, parce que en fait on a des profils tellement différents et il y a tellement de choses qui peuvent marcher quand on fait de la force athlétique en programmation et qui peuvent ne pas marcher avec d'autres, qu'en fait il faut savoir se remettre en question, il faut savoir rebondir. Et je dirais qu'une autre qualité, franchement, un truc qui est peut-être qui pourrait paraître un peu bateau, mais c'est d'être impliqué dans son sport en tant qu'athlète, tu vois. Genre pour moi un coach qui pratique pas du tout, même si sur le papier il passe son temps à lire des études et qu'il a beaucoup d'athlètes, je sais pas, ça perd un petit peu de son charme, tout simplement. Ouais, tu vois, et en fait tout simplement moi je sais que mon coach, c'est Corentin, il a vécu tellement de trucs dans le sport que même si c'est quelque chose, il m'arrive quelque chose et qu'il a pas de data scientifique pour appuyer ce qui est en train de m'arriver, peut-être qu'il l'aura déjà vécu et qu'il pourra au moins me faire un retour d'expérience. Ouais, il aura un gros background, et ça pour moi c'est ses athlètes aussi. Donc être attentif de manière globale, se remettre en question et être actif en tant qu'athlète. Moi je dirais voilà. Ça rejoint un peu le savoir se remettre en question, mais c'est chercher toujours à évoluer, que ça soit au niveau des compétences ou des connaissances, parce que comme on l'a dit, il y a des choses qui marchent sur certains athlètes, qui marchent pas sur d'autres, découvrir des choses et jamais être fermé. Je dirais avoir de l'empathie et savoir gérer son athlète émotionnellement parlant, parce qu'il y a le côté performance, mais ça reste une relation coach-athlète et c'est important d'avoir ce truc-là. Et le dernier, aimer ça. Je pense que quelqu'un qui est coach en force et qui aime pas ça ou qui veut juste faire ça pour de l'argent, il a rien compris. Ouais. Genre si ça marchera pas.
Du coup, pourquoi ne pas vous être associé sur les coachings? Donc ça, on en a un peu discuté. Toi, t'as eu l'opportunité chez Ouais, Corentin. c'est ça. En fait, c'était déjà le cas avec le Roots, tout simplement. En fait, avec le Roots, on était déjà associé par rapport au coaching parce que, en plus d'être une salle de sport, on proposait des coachings, des programmations en force athlétique, en musculation. Et ça, on travaillait ensemble parce que, au début, moi, je m'occupais des programmations en ligne quand j'étais encore à Nancy. Ouais. Ensuite, à la fin, quand moi, j'avais trop d'athlètes, Barnabé s'occupait des programmations, mais du coup, moi, les athlètes que lui gérait aux programmations, moi, je pouvais les gérer à l'entraînement Ouais, quand on ils discutait étaient là. toujours, en fait, etc. chaque athlète, Voilà. on avait une discussion. Donc, en fait, on l'a fait. Et du coup, moi, j'ai eu l'opportunité avec Corentin de développer SBD Forever Coaching, donc de développer mon coaching en ligne, donc une activité annexe. Et en fait, faut savoir que moi, j'ai toujours voulu me diversifier et ne pas mettre mes œufs dans le même panier. À savoir, d'un point de vue business, avoir une source de revenus ici, une source de revenus là, etc., etc. Et la Ça, preuve, c'était un truc heureusement qui que j'ai fait ça, plante, ouais. parce que voilà, si le route c'était ce qu'on avait en coaching en commun, ça n'a pas fonctionné, et ben heureusement que j'avais SBD Forever Coaching. Et si SBD Forever Coaching n'aurait pas fonctionné, heureusement que j'avais le route quand même pour pouvoir le développer. Et ça va. Et moi, je vois ça aussi sur autre chose. Ça peut être sur de l'investissement, sur de la crypto-monnaie, sur de l'immobilier, sur d'autres business annexes comme le tatouage, voilà, etc. Et en fait, du coup, voilà, moi, j'ai eu l'occasion de faire ça, donc j'ai saisi cette opportunité-là. Et moi, après, je gérais encore du coup tout ce qui était Roots et j'ai développé que plus tard mon activité de coaching. Donc, il y a même pas un an au final. Ouais. J'ai commencé à faire un vrai truc du coup Kaizen il y a moins d'un an. Et bah, toi, t'étais déjà à Coco. Moi, j'avais envie de lancer mon truc aussi. En fait, je pense que c'est ça. T'as eu envie, t'as eu l'opportunité et la confiance en toi nécessaire pour développer ton truc de coaching. Et je pense que c'est hyper bien ce que t'as fait parce que t'aurais aussi pu t'engager avec quelqu'un ou essayer de trouver un partenaire ou quoi pour faciliter un peu la chose. C'est pas facile de créer quelque chose de A à Z tout seul. Et pour Kaizen, tu l'as pas créé tout seul parce que t'as eu de l'aide de graphistes, etc., etc., de l'avis de tes amis. Dire, okay, bah, c'est en fait, c'est ton business. Ça, si ton business il se casse la gueule, c'est ton problème. C'est ta faute, tu peux remettre ça. Déjà, c'est très cool que tu l'aies fait. Et en fait, on n'avait pas besoin. En fait, un truc en pour commun, Kaizen, t'avais pas besoin de moi, en fait, tout simplement. Et en vrai, même, peut-être que cool ça t'aurait aidé, différents. Ouais, mais je pense que t'en aurais pas eu besoin. Et en vrai, je pense que c'est cool aussi de juste simplement savoir se laisser soi-même les opportunités, parce qu'il y a peut-être des trucs que j'aurais pas testé si j'étais avec toi et inversement. Donc, il y a Julien qui nous demande est-ce que tu vas lancer un compte food diète parce qu'il est chaud. Ah ouais, moi, les gars, en ce moment, ça s'envoie des bails. En ce moment, j'ai trop d'inspi culinaire, je cuisine de ouf. La team cook. Je cuisine de ouf des plats. Moi, je suis un gros gourmand. J'aime la nourriture. Je mange beaucoup. Je mange plein de choses. Tout le monde ici, ils me disent tout le temps, t'es tout le temps en train de manger. Je suis tout le temps en train de dire que j'ai la dalle. Pourtant, je mange bien, hein, tu vois. Juste, tu fais des trucs carrés à ta sauce. Mais en fait, voilà, je kiffe cuisiner. Et premier degré, quand je parle du coup d'entrepreneuriat et tout, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et quand je dis que ne pas mettre ses œufs dans le même panier, ben moi, il y a deux trucs que je kifferais faire. Si je peux investir de l'argent dans des business autres que dans le domaine du sport, c'est ouvrir un salon de tatouage, mais sans être tatoueur, et ouvrir un food truck. Le fameux food truck. Bring me the food, tu vois. Un food truck avec de la bonne bouffe gourmande, de qualité. Et je pense que quand ma carrière sportive sera finie, j'aurai toujours un pied dans ce sport, je pense, parce que je l'aime profondément, mais j'essaierai de développer ce genre de truc, ouais. Donc, ça serait trop drôle de voir dans 10 ans vraiment un petit food truck qui se trimballe sur les compétitions nationales. Oh, gros, ça serait insane. Des bars. Il y a Alexis qui nous demande la recette pour tirer 300. C'est quoi le cheat code pour tirer 300 en terre? Du charbon, du boulot, parce que avant de réussir à tirer 300, j'ai raté des barres à 300, j'ai raté des barres à 290. Donc, la recette, vraiment, c'est beaucoup de travail, de la patience et ne pas croire que c'est impossible, parce que quand j'ai commencé à faire de la force, le deadlift c'était le mouvement sur lequel j'étais le moins fort, et maintenant c'est un des mouvements sur lequel je suis le plus fort, je pense. Et donc ouais, franchement, il faut travailler et il faut pas se mettre de limites. Donc juste bosser encore. Ouais. Je note parce que même moi le deadlift, gros. Il y a Catherine. Faut pas avoir peur en fait aux terres. Ouais, faut juste y aller et pas se mettre de barrière. Faut lâcher un peu les chevaux. Il faut bosser dur et il faut bosser bien et dur. Parce que juste bosser dur, c'est con. Ouais. Mais faut faire ça intelligemment. Il y a Catherine qui nous demande est-ce que c'est difficile d'allier business et amitié? En vrai, je pense que ça peut être le cas, mais nous, on a tout de suite mis au clair en fait ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire que on a mis au clair les tâches qu'on allait devoir réaliser. On a mis au clair les éventualités qui allaient se passer, à savoir
si ça rate, il y a ça, etc., etc. Et en fait, donc dès le début, on savait plus ou moins ce qui se Il y passait. avait pas anguille sous roche et on n'a rien caché à l'autre. En aussi, fait, je c'est pense. ça. C'est quoi la question de base? Est-ce qu'il est difficile d'allier business et amitié? Franchement, pour moi, non, mais en fait, je pense que ça dépend vraiment des gens. Nous deux, je pense qu'on se complète vraiment dans nos caractères, dans nos méthodes de fonctionner, dans nos méthodes de travailler. Je pense qu'il y a aussi l'aspect confiance. On a tout de suite eu confiance 100% l'un l'autre, tu vois. En tout cas, moi, au niveau feeling, en fait, ça typiquement, bien, on a déjà taffé je t'ai ensemble et confié plus ou moins l'argent que j'ai investi, tu vois, dans sa gestion. Et moi, j'étais pas là pour voir en vrai ce qui se passait, tu vois. Et donc, ça veut dire que j'avais suffisamment confiance en toi. Toi, tu as eu suffisamment confiance en moi pour arrêter ton cursus scolaire, pour travailler 1 an sans salaire, en espérant que ça fonctionne et en faisant tout pour que ça fonctionne. Donc, je pense qu'en fait, c'est genre confiance l'un envers l'autre, se correspondre sur les caractères, sur les manières sur de les fonctionner, caractères et etc. tout, sur les objectifs aussi, et ne pas avoir peur de se parler quand ça va pas. Ça c'est ce que j'allais dire aussi, genre ne pas avoir peur de crever l'abcès, et ça on l'a toujours fait quand il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Genre on se le disait cash, parce que si t'attends, Ouais, de ouf. au bout d'un moment ça merde, et tu sais, tu commences à t'énerver contre l'autre pour rien et tout. Je pense que c'est important. Ouais. Confiance c'est bien, et le fait de pas avoir peur de se parler, au final c'est ce qui a fait que, bah même si ça a pas fonctionné, au final genre on s'entend toujours bien et il y a même pas de galère. Il y a aucun problème. Donc projet en commun, donc on a répondu. Quel a été le moment déclencheur? Bah au final je pense que c'était la rencontre à la fac. Genre déclencheur de quoi? De tout. Genre quel a été le déclencheur ou le moment décléchencheur de tout ça? Donc c'est super général. Ça a été la fac, ça a été quand je t'ai vu, tu me suivais. On dirait une phrase un peu chelou. Je rentrais chez WAM, je voyais un bouc de ma classe qui me suivait, je croyais soit il allait me quêtera, soit il voulait me faire chaud. Et après le lendemain, c'est moi je te suivais. Donc moi j'étais pareil. Peut-être je te chaud, c'est c'est trop bizarre. Et donc ouais, bah en vrai ça a été le fait qu'on a été dans la même classe. Toi qui as été accepté juste à Nancy, moi qui ai refusé Strasbourg au dernier moment. Pour l'anecdote, moi j'étais accepté à Nancy 2 semaines avant la rentrée. Ouais, et du coup moi j'étais en vacances à la montagne avec mon cousin. La rentrée c'est dans 2 semaines. Aucune fac m'avait accepté. Pour moi dans ma tête j'allais arriver en septembre déscolarisé, année sabbatique et tout. Et je suis en vacances et je reçois un mail comme quoi, en fait, c'était les derniers vœux là sur Parcoursup à l'ancienne. Ouais. En plus, je crois que c'était la première année où Parcoursup rentrait. Ouais, je crois. C'était un bordel comme ça. Et en gros, sur les derniers vœux, tu pouvais sélectionner les dernières universités qui restaient. J'ai pris toutes les universités, je les cochais partout, Marseille, Nantes, machin, tout, tac, tac, tac. Il y a que Nancy qui m'a accepté. Donc en 2 semaines, moi je suis rentré de vacances, j'ai stoppé mes vacances. Mes parents étaient en vacances de leur côté, ils ont stoppé leurs vacances. On a trouvé un appart, on a déménagé en 2 semaines. Et on s'est retrouvé à la FEN à l'époque. On s'est retrouvé dans le même bâtiment, dans la même c'était galerie parce que vraiment t'étais le même appart mais genre 2 étages en dessous. Ouais. Et ouais, bah c'est ça qui a été le monde déclencheur et ouais, on se retrouve comme 6 ans plus tard. Si on oublie l'aspect financier, Loïc qui nous demande, est-ce que ça nous manque le route? Franchement, moi, pour être honnête, pas trop. Pour être tout à fait honnête, pas trop parce que moi je suis pas un mec très patient, je suis pas le mec le plus sociable du monde. Donc en fait, le route, je trouvais ça très cool. Mais ça te forçait à aller dans des zones que t'as pas l'habitude d'avoir et que t'aimes pas trop. Ouais, franchement, en fait, là, ce qu'on a actuellement à la zone, c'est un peu comme le route savant. C'est les côtés positifs du route sans les côtés négatifs. Ouais, c'est ça en fait. C'est les côtés positifs du route sans les côtés négatifs, parce que c'est la zone, c'est quand même SBD Forever Coaching, donc j'ai quand même une certaine responsabilité. J'essaye de faire en sorte que le lieu soit propre, j'essaye de faire en sorte que ça se passe bien, qu'on puisse gérer ça bien avec Corentin. Mais voilà, ça se passe bien, donc franchement non, mais par contre ce qui était trop bien, c'est que j'avais ma société, tu vois. J'avais un truc qui m'appartenait, j'avais un bien, j'avais quelque chose que je pouvais moduler à mes souhaits, etc. Et je dis moi, mais c'est nous en vrai, tu vois. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que c'était très cool. Et au début, ça m'a fait bizarre et j'avais vraiment l'impression d'avoir raté un truc complet, tu vois. Mais est-ce que ça me manque? En vrai, pas trop, parce que ma vie est beaucoup plus chill depuis qu'il y a plus ça. En vrai, je suis un peu d'accord là-dessus. Après, moi, je suis très nostalgique. Du coup, ce qui me manque plutôt, c'est genre les moments. Tu vois, tous les trucs qu'on a vécu. Genre, ça, c'était le genre de truc que je kiffais. Moi, je suis moins dans le relationnel, donc ces moments-là, moi, ça m'importe. Mais c'est vrai que, hormis le côté financier, il y a tout le côté fatigue, énergie, tout simplement temps perdu, etc. Donc moi, je dirais que le côté ce qui s'est passé aux routes, c'est encore une fois, ça fait partie de nous, donc forcément ça me manque un peu, mais je regrette pas. Genre, je suis très bien maintenant ici. Et pour que ici existe, faut que le route existe, donc les deux sont liés, quoi. Ensuite, donc on a CSVN. C'est Théo, c'est un athlète à moi. Ok, je me disais en plus. Il nous a demandé est-ce que l'échec du route ça a impacté négativement notre amitié ou ça a fait que la renforcer? Ça l'a absolument pas impacté négativement, du moins
Pas actuellement. Si ça a pu l'impacter, c'est parfois à des moments assez compliqués où quand ça allait pas, ou forcément, voilà, on était un peu sur les nerfs tous les deux. Et... la discussion, elle se fait un peu moins bien. La discussion, elle est un peu plus compliquée. On est moins patient l'un envers l'autre et tout. Et en fait, tout simplement, ça peut le côté amical, il part un petit peu. Parce que la priorité, c'est pas ça, quoi. Voilà, on est plus sur une relation, on est sur une relation professionnelle, donc on n'a plus le temps d'être amis, en fait, quand ça se passe mal. Et donc, à ce moment-là, oui, ça se détériore un peu, mais c'est passager, parce qu'on a fait en sorte que ça aille mieux, et à l'heure actuelle, non, je pense même que ça nous a renforcé, parce qu'au final, on a vécu un truc de ouf, on a vécu un big truc, et comme dit, maintenant, on a de l'expérience pour parler de ça aussi, et je pense que c'est le plus important. Donc ouais, il y a eu des phases qui étaient pas forcément faciles, mais ça fait partie du jeu, entre guillemets, quoi. Donc Loïc qui demande aussi, un business entre potes, ça renforce ou atténue votre amitié. Donc je pense ça peut être l'un et l'autre, hein. Ça dépend comment ça se passe, ça dépend des périodes, ça dépend de comment les gens réagissent aussi, parce que ça peut se passer bien et au final les deux personnes explosent parce que je sais pas, tout le monde veut des gains ou n'importe quoi, et ça peut se passer mal, et tu vois, il peut y avoir, en fait à partir du moment où il y a un business, il y a un aspect financier, et l'aspect financier peut détruire des amitiés, tu vois. Et nous, en fait, bon, j'avais pas d'argent en jeu, donc forcément, mais ça aurait pu aussi, parce que toi, ça aurait pu te saouler de pas gagner d'argent. Moi, ça aurait pu me saouler que j'en perde, etc., et j'aurais pu dire, ouais, Barnabé, peut-être que t'aurais dû faire ça mieux pour qu'on puisse gagner plus d'argent. Enfin, tu vois. Mais en fait, non, on s'en est pas voulu l'un l'autre de l'échec, tu vois. Moi, j'ai absolument pas remis l'échec sur ta faute. Ça aurait été une erreur de faire ça. Et toi, enfin, en tout cas, tu me l'as pas dit, si c'est le cas. Là, ça balance près de ça. Et donc, je pense que ça peut l'atténuer comme ça peut le renforcer. Ouais. Ta meilleure et ta pire expérience du route? Ma meilleure expérience au route, je dirais le Rootsmith, en vrai. Le deuxième ou le premier? Parce que le deuxième, c'était incroyable. Il y avait v'là le monde. On a passé un super week-end du début à la fin. C'était très fatigant, mais c'était trop bien. Je pense que c'était un des meilleurs. Aussi un des meilleurs qui rentre en compte, mais le route n'était pas encore ouvert. C'était genre quand il y avait Pana et tout qui sont venus au tout début. Panalia, comme j'ai dit, ils ont dormi une nuit en mode ghetto dans la salle parce qu'on avait plus de Airbnb. Ça, c'est une anecdote de genre voilà, c'est genre voilà, on a tous les deux. Moment de vie au final. J'avais dans ma salle les meilleurs athlètes français dans la salle qui dormaient par terre avec moi, tu vois. Justement, on rigolait en mode, la FLD va venir à faire une descente parce qu'il y a 3 mecs qui sont sur liste ministérielle. Et ça, c'était très. Je pense, en vrai, le meilleur, c'est pareil. Le Rootsmith, j'ai vraiment, c'est peut-être le petit regret que j'ai qu'on n'ait pas pu faire le Rootsmith 3 parce qu'on avait prévu de faire des trucs vraiment cool, photographe, speaker, des lots et tout. Mais ouais, le deuxième Rootsmith, je l'avais kiffé. Genre, je me souviens encore, genre, le discours de fin, j'avais des frissons. C'était trop bien. C'était la première fois où on avait du coup des lots par SBD, par Saint-Worker qui nous a mis trop bien. Il y avait trop de choses. Et genre, le monde qui était venu, je me souviens, la salle a été blindée, il y a des gens, ils faisaient pas de force, ils comprenaient rien au sport. Je me souviens je sais plus qui c'était, un vieux qui me demandait c'est quoi les mouvements et tout. Alors et du coup, il criait de fou et c'était trop cool. Et on a même, on a connu des gens à cette époque-là. Typiquement, par exemple, Gabriel qui s'entraîne avec nous. C'était la première fois qu'on le rencontrait là, tu vois. C'est vrai, maintenant c'est mon athlète depuis un moment. Et il s'entraîne avec nous maintenant. Il fait partie de nos amis et tout. Et ça, je pense que c'était le meilleur moment. Et après, même la première semaine, tu vois. Genre se dire, ok, on lance un truc et il y a du monde, t'es en mode, t'as l'impression que tu vis dans un rêve, t'es en mode, ok, il y a le top 3 athlètes français qui est là. Ça, c'est un truc qui m'a marqué, c'est genre vraiment, quand on se levait le matin et qu'on allait au taf tous les deux ensemble, il faisait beau, on est en moto en plus, je me souviens parce qu'on on venait d'ouvrir et on était chill et on arrivait le matin, on était en mode, attends frère, c'est le paradis là, tu vois, on ouvre notre salle de sport, c'était trop bien. Ça, c'est parti en yoku. Mais ces moments-là, ils étaient cool quand même. Genre, c'était un peu un rêve de gosse en mode, ok, là on y est, tu vois. Et le pire, moi je sais c'est quoi le pire moment pour toi. C'est les toilettes qui ont putain, c'est toilettes. Toi, c'est quoi ton pire moment? Franchement, je sais pas du tout. C'est difficile, hein. Toi, tu penses c'est quoi vraiment? En vrai, là, il y a le côté gaulerie avec les toilettes qui avaient explosé et tout. Il y a quelques moments qui étaient pas cool avec les inondations. Et après, en soi, le pire, mais c'est relatif, c'est la fin, tu vois. Quand on se dit, ok, ciao. Genre, c'est la dernière fois qu'on vient dans cette salle. J'ai un petit moment qui est cool, mais pas trop. Quand on a découvert les dalles éclatées. Ouais, toute cette partie-là, toute la partie pour quitter le lieu, pour moi, c'était le pire parce que ça s'est mal passé. Ouais. C'était galère. On a dû avoir beaucoup de frais parce qu'on a dû remettre le lieu en état et tout. Et je pense que c'était le pire aussi parce que tout s'est passé super vite. Ouais, en une semaine, c'était on est passé de putain, ça nous saoule, là, on n'est plus là. Donc, en fait, c'était
c'était super rapide. Je pense que c'était le pire. Après, comme dit, c'était le pire moment, mais ça déclenche d'autres choses, donc forcément, pourquoi est-ce que je t'ai suivi dans le projet du Roots? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Donc ça, on en a un peu parlé au début, du coup, parce que on travaillait un peu ensemble. T'avais confiance en moi, j'avais confiance en toi, et je voulais me lancer dans un truc où j'étais en mode pas le master, je veux pas faire le master, j'arriverai pas à faire le master. Et ouais, au fur et à mesure du temps et de l'expérience avec notamment le Sami et le fait de toi être coaché par quelqu'un, ça t'a fait un peu kiffer le délire de coaching et tout. Et du coup, c'est toi qui m'as fait rentrer dedans totalement, quoi. Qu'est-ce que je t'ai appris à porter et inversement? Beaucoup de patience, beaucoup de pédagogie, parce que comme j'ai dit, moi je suis pas quelqu'un de très sociable, et en fait genre grâce à toi, quand il y avait quelqu'un qui venait aux Roots à la salle, toi t'arrivais à très bien faire visiter les lieux, expliquer les trucs, t'étais patient avec les athlètes qui avaient du mal, et moi j'avais beaucoup de mal avec les athlètes débutants, et du coup pour mon coaching de manière générale, j'ai appris à être plus patient, à réussir à un petit peu mieux apprendre quelques trucs. T'es aussi t'es beaucoup plus comment dire t'es beaucoup plus calme que moi, tu vois. Moi je m'énerve assez vite et tout, et du coup je me suis rendu compte que parfois quand il y avait des galères, moi je commençais à péter un câble, toi t'étais en mode au calme, genre on va juste prouver un truc, tu vois, et moi j'étais en train de devenir fou. Donc je dirais de la sagesse, de la patience, et genre de l'empathie, tu vois. Ouais, je dirais ce truc là. Moi je pense que tu m'as apporté beaucoup déjà au niveau sportif et humain, parce que comme dit, si tu m'avais pas emmené à la salle il y a quelques temps, genre il y a quelques années, et que tu m'avais pas fait confiance aussi dans ce projet là, j'en serais pas là. Toi peut-être que tu serais, mais peut-être prof de sport, quoi. Non, j'aurais peut-être loupé mon master et je serais coach à Basic Fit, tu vois. Genre ça me gonflerait tellement. Mais ouais, je pense que tu m'as appris beaucoup au niveau humain là-dessus, genre tu m'as donné des opportunités où je pourrais jamais te les rendre, tu vois, littéralement, parce que c'est ce qui fait que je suis aujourd'hui. Et après beaucoup de connaissances aussi, parce que t'as mine de rien, ça fait des années de coaching en vrai, cumulé. Genre vraiment, et tu vois, quand j'ai commencé à Force, je connaissais rien, littéralement. Mes premières procs, c'était à peu près ce que tu faisais, un peu modifié, mais genre je connaissais que dalle, tu vois. Donc tu m'as vraiment mis le pied à l'étrier là-dessus. Ouais, on a fait des compes ensemble en tant que coach. On a géré des compes ensemble en tant que coach, mais avant ça, tu m'as coaché en tant qu'athlète. Beaucoup de qualifs loupés, hein. Vraiment beaucoup trop. Mais non, c'est cool. On a géré pour la TCO aussi. Je pense que c'est vraiment ça, des opportunités et des connaissances. Tu m'as appris beaucoup de choses. Et la dernière question, je pense en vrai, elle est cool pour terminer. Ça va être la plus grande qualité et le plus grand défaut de l'autre. Tu veux commencer ou? La plus grande qualité, ta plus grande qualité, je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu m'as appris. Je dirais que c'est genre l'empathie et le fait d'être bienveillant, tu vois. Genre toi t'es vraiment pas méchant du tout. Typiquement, je sais pas, si quelqu'un va te faire du mal entre guillemets, toi ton but sera pas de lui faire du mal en retour. Ton but ça va être genre de l'ignorer, de supprimer ce mec-là de ta vie. Alors que moi, mon but, ça va être de le détruire. Tu vois, moi, je suis abattre les gens. Vraiment. Moi, je suis beaucoup plus nerveux, beaucoup moins sociable, tu vois, un peu plus impulsif. Et du coup, toi, je trouve que ça, c'est une vraie qualité déjà chez les gens de manière générale. Et toi, c'est quelque chose qui fait partie de ton caractère. Et ton plus grand défaut, je dirais peut-être que, franchement. Chez App, hein. Moi, je pense que ta plus grande qualité à toi, c'est le fait que t'aies pas peur de l'engagement. Genre de tenter des choses, tu vois. Genre, typiquement, la salle, t'as fait un saut dans le vide. T'es vraiment allé en mode, vas-y, on tente. Je lâche tes pieds, vas-y, on tente. Et ça, c'est un gros truc où, justement, moi, j'ai peur des fois de prendre des décisions. Et ton côté-là, c'est ce qu'on disait, on se complète bien, tu vois. Et le fait que toi, des fois, t'arrivais à prendre des décisions, moi, j'étais en mode, ok, il l'a fait, vas-y, je le suis. Et réussir à se lancer et aller dans des trucs où tu connais rien, tu sais rien, c'est... Voilà, ton défaut, peut-être que c'est ça aussi, c'est... Effectivement, c'est peut-être que parfois t'attends trop avant de faire un truc, tu vois, peut-être que t'oses pas. T'oses pas, peut-être que parfois t'oses pas, même, tu vois, typiquement, quand il y a un conflit ou quoi, peut-être que parfois, tu devrais t'affirmer un peu plus, et déjà, t'as progressé sur ça, je trouve, par rapport à avant, mais ouais, peut-être que parfois, tu devrais y aller un petit peu plus franco, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Je pense pas réellement que ce soit un défaut, mais là comme ça je dirais ça, tu vois. Et en vrai, moi, ton défaut, c'est ouf parce que c'est vraiment l'inverse. Et je dirais, calmer. Ouais, en fait, c'est ça. C'est genre, des fois, t'es un peu trop impulsif et tu peux avoir tendance à perdre un peu trop ton sang-froid. Et c'est pour ça que c'est vraiment cool parce que
ton défaut, c'est mon point positif, etc. Ouais, et genre, c'est, ce côté-là. Je pense que c'est ce qui a fait que, Ça a bien qu'on a matché. matché d'un point de vue amical, qu'on a matché d'un point de vue professionnel et sportif avec le coaching et avec aussi le Roots et tout, tu vois. Donc, je pense que j'en suis même sûr que l'échec du Roots n'est absolument pas lié à notre duo. On a fait des erreurs tous les deux, tu vois, genre nous deux, on a merdé plein de trucs. Mais et en c'est fait, pas parce qu'on était tous les deux qu'on a raté, tu vois. C'est tout le contexte, en fait, qui à prendre en compte. Genre, je pense même que ça aurait pu être tellement pire si je m'étais assis avec quelqu'un d'autre, tu vois. Mais déjà, je l'aurais pas fait si j'avais pas eu toi, je pense. En vrai, je pense que... Soit je l'aurais fait tout seul. Soit tu l'aurais... Waouh. Compliqué. Mais je l'aurais pas fait. Je me serais pas dit. T'aurais fait une semaine d'administratif, t'aurais dit, j'arrête. Non, franchement, ouais, c'est vrai. Mais ouais, je pense que c'est le fait que, ça marche bien et que ça continue de marcher bien à l'heure actuelle, c'est que, on se complète bien, tu vois, comme on l'a dit. Toi, t'es la dose d'impulsivité qu'il faut. Moi, au contraire, je sais calmer le truc. Et en vrai, c'est trop cool parce que, comme dit, même après les années, c'est toujours aussi bien, on s'entend toujours aussi bien. Carrément. Et en vrai, on va clôturer le 10e podcast, qui était très cool. Trop cool. Là, pour situer, il est 23h30. Vraiment, on a tourné très tard, mais c'était cool parce qu'on était justement un peu plus au calme, on a pu parler de pas mal de choses. Ouais, de fou. Et franchement, il y a encore plein de trucs à dire. Ouais. Mais il y a plein d'anecdotes qu'on a loupées. Quelque part. En vrai, pourquoi pas, si les gens ont kiffé, et si vous avez, chers auditeurs, des questions par rapport à ce qu'on a dit, des remarques ou quoi, n'hésitez pas à envoyer un message à Barnabé ou à moi, ou alors directement sur Spotify. Tu peux mettre des commentaires. Et en vrai, ça peut être trop cool de faire un autre épisode. Parce que il y a tellement de trucs à dire. C'est hyper large. Genre, franchement, là, on a parlé un peu du Roots, mais on pourrait parler de la fac, la FAC, il y a tellement de trucs. Mais en tout cas, c'était un épisode trop cool. Je suis trop content de l'avoir tourné. Et c'est un peu symbolique parce que c'est le 10e, tu vois. C'est le 10e et c'est le récap de 6 ans d'amitié, tu vois. Au-delà de parler de ça ou ça, c'est le récap de une amitié qui commence à être assez longue. Moi, je pense que t'es un de mes amis que je côtoie souvent de plus longue date, tu vois. J'ai des amis à moi que je connais depuis plus longtemps, des amis d'enfance, mais que je vois beaucoup moins souvent, mais ça reste quand même des amis. Pareil. On se parle souvent, mais c'est en distance, tu vois, parce qu'on n'habite pas ensemble. Mais je pense que t'es un de mes potes, un de mes amis que j'ai depuis le plus longtemps, à qui je vois le plus souvent, tu vois. Et je pense que t'es même moi une des personnes de mon cercle proche, le plus proche, littéralement, tu vois. Ouais, carrément. Parce que j'ai des potes qui sont là depuis 15 ans, etc., mais je les vois plus, et même on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, alors que nous, on fait tout le temps la même chose. Et je me rappelle, quand on était à la fac, et qu'il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, tu sais de quoi je parle, t'es la première personne à qui je l'ai dit. Donc, quand on était à la fac, et j'ai eu un problème familial, très 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 important, et en fait il a fallu que je parte en région parisienne dans la journée, dans l'instant, tu vois. Et en fait j'étais plus ou moins sous le choc émotionnel, et le premier truc que j'ai fait, c'est genre je t'ai appelé et je t'ai dit je vais pas pouvoir être là cet après mon cours, et peut-être pour certains trucs, et je crois que je t'ai dit ce qui s'était passé. Peut-être pas tout de suite, mais après, parce que je t'avais dit, juste prends soin de toi. Et assez rapidement, je te l'ai dit, tu vois, alors que mes potes d'enfance qui étaient plus proches de moi, plus proches de ma famille, n'étaient pas encore au courant, tu vois, alors qu'on se connaissait depuis pas si longtemps. Ouais, en fait, c'est ça, tu vois, ça faisait même pas un an. J'aurais pu le dire à personne, ne pas me pointer en cours pendant une semaine, et en plus, à la fac, si tu viens pas en cours pendant une semaine. Ouais, il peut t'arriver des petites. Ouais, mais si après t'as le justificatif, il y a rien, tu vois. Mais du coup, là, encore une fois, je pense que le mot-clé au final de nous deux, on va dire, c'est genre la confiance. Ouais, carrément. On s'est toujours fait confiance, que ça soit pour tout au final, et c'est ce qui a fait que ça a aussi bien matché avec le temps. Donc non, franchement, un beau 10e épisode, je suis très content. J'espère que ça va plaire aux gens, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. On s'est un peu éparpillé, on a été un peu partout, mais ouais, c'est juste c'était ça qui un récap d'une vie comme on aurait pu le faire autour d'un verre de whisky il y a quelques années, tu vois. Et là, on l'a fait autour d'un micro, et du coup, voilà. Un petit Coca. Donc, en tout cas, très très content. Allez, du coup, écoutez Tattoo Talk. Même s'il y a qu'un épisode, ça ira vite, justement. Un épisode, et ça parle de tatouage. Allez le suivre, donc, Lichard sur Instagram, et suivez un peu dans les prochains temps, parce que il va y avoir des très bonnes choses. Il y a la prochaine comp qui arrive, les gars, ça va péter. Tu veux dire ce que tu fais? Quelle compétition? Je vais faire le prime time du Salon Talker Meet. J'ai été invité une nouvelle fois par Salon Talker pour faire le prime time, et moi je connais la liste des athlètes qui va tirer au prime time. Moi aussi j'ai quelques noms. Et je peux vous dire que ça va être une dinguerie absolue, les gars. Il va falloir être là ce week-end-là, ne serait-ce que pour le week-end, sa globalité, il y aura des bêtes de stand, que ce soit de la bouffe, toujours. Il y aura de la bonne nourriture, il y aura de la bonne ambiance, il y aura des belles personnes. Le prime time va être fou. Moi, je vais tirer, je vais essayer de faire donc samedi soir de ma samedi soir le prime time. Toi, tu tires samedi après-midi. Donc c'est voilà. pareil, on samedi dans la journée, les gars, faut venir. Hein. Faut être là, ça va être important.
Et ouais, ben merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Parce que je sais que ça c'est fait pareil. longtemps en plus qu'on en avait parlé. Donc et là, c'était, comme dit, la concrétisation, le 10e, c'est toi qui m'as lancé dedans. Ouais. Très content de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles pour ceux qui sont encore là. Donc, peut-être pas beaucoup, mais encore 5 étoiles. Et puis voilà. Passez une bonne soirée. Salut.